J'ai fait la distinction entre le champ de la robustesse, qui est important et qu'il faut développer, jusqu'au point où on arrive sur les vrais risques systémiques. Et dans ce cas-là, il faut envisager que ça puisse casser, se rompre, etc. Et s'il n'y a pas de résilience, tu peux pas... D'accord, mais c'est en fait c'est là où on a une plante, on peut considérer que c'est un système, mais on peut considérer que c'est un système pluriel. C'est ça qui fait sa robustesse. Explique. Et bien, par exemple, tu peux faire une bouture. Oui. Donc on n'a pas vraiment de cadre prévu, si ce n'est qu'il y a des points qu'il faut qu'on voit. Moi j'ai pris quelques notes parce qu'il y a des points que je veux voir spécifiquement. Je pense que Olivier et moi, mais tu me diras ce que tu en penses. Je pense qu'on a quand même pas mal de convergences, et ça c'est l'essentiel. Quelques divergences, et sur ces divergences, moi j'ai des questions, c'est-à-dire des choses que je voudrais clarifier pour moi et sans doute aussi pour les gens qui... Parce que je pense qu'il y a un peu de confusion qui peut s'installer aussi, avec notamment cette coexistence de robustesse-résilience, et ça peut créer des confusions. Donc je pense qu'il faut essayer de clarifier ces choses-là, d'une part. Après, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai des besoins de clarification. J'ai un point où je suis pas d'accord, et je voudrais aller sur ce point-là aussi. Après, on va voir. Mais enfin, le but, c'est au-delà des désaccords qu'il peut y avoir, se trouver effectivement, être clair en fait sur nos zones de convergence, nos éventuelles zones de divergence et nos complémentarités pour voir comment ensuite on peut éventuellement avancer d'une manière ou d'une autre ensemble. En tout cas, il s'agit, enfin c'est le contraire. L'idée pour moi, c'est le contraire d'en ressortir avec amant contre Keller. Ça n'a pas de sens. Ou même robustesse contre résilience. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Donc oui, chaque chose a sa place, comment ça s'imbrique, comment machin, mais comment ça coexiste. Essayons de trouver, au-delà des différends qu'il peut y avoir, essayons de trouver les convergences, quoi. Les complémentarités. Je peux rebondir là-dessus, moi je suis tout à fait aligné là-dessus. Peut-être même je peux commencer à rentrer dans le sujet. Moi j'aime bien beaucoup quand tu dis qu'il ne s'agit pas de garder le même système et trouver des fausses bonnes solutions qui vont nous maintenir dans le même système et qu'on veut dérailler de ce monde-là. Enfin, ne pas faire différemment, mais faire différent. Ça, à mon avis, c'est une parole très forte et on a vraiment besoin de l'entendre. Et donc ça, c'est un point clé là-dessus. On va être tout à fait d'accord. Voilà, changer le système, c'est changer la structure du système, les interactions, tout ça. Donc ça, c'est super important. Et aussi, dans les synergies qu'on a ensemble, et on le fait en fait sans le savoir forcément, mais souvent on se suit l'un l'autre. Et donc dans des conférences, voilà, exactement, là où on intervient. Et c'est, en fait, moi, ça m'aide beaucoup. Souvent, quand tu passes avant moi, que ça crée un électrochoc. Et je vois très bien que quand tu es passé avant moi, il y a une graine qui a été plantée. En tout cas, il y a un trouble qui a été mis. Et après, vraiment, les gens sont motivés, quoi. Il y a une volonté de faire des choses. Donc ça, c'est génial. Donc là, il y a une alliance dans les faits, quoi. Je te remercie. Effectivement, je ne compte pas le nombre de fois où soit on me dit que tu vas venir après moi, soit c'est passé 2 mois avant ou 2 jours avant. Donc effectivement, on se croise pas mal dans les mêmes cercles. Et voilà. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, parce que ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, par contre, ce n'est pas spécifique à cet échange entre toi et moi, c'est juste un point qui est important. Moi, mon but quand j'interviens, c'est de déclencher quelque chose. C'est plus important ça que de faire passer des messages spécifiques. Et donc moi j'ai une approche assez particulière, hein, je sais bien, parce que c'est pas ce que font la grande majorité des experts sur un sujet ou des penseurs. Bon bref, mon but c'est pas simplement d'expliquer, de critiquer, de faire passer des messages ou de proposer des choses. C'est là, hein, bien sûr. Mais ça c'est le savoir. Et éventuellement, on a également des clés, des leviers pour le pouvoir, pour dire aux gens comment ils peuvent faire. Ok. Mais le savoir et le pouvoir, s'il n'y a pas avant le vouloir, et éventuellement aussi, parce que j'essaie de jouer sur ces 2 tableaux, le sens du devoir, j'essaie d'actionner ça. Donc d'abord, ça passe, pour moi, par un déclenchement émotionnel profond, ce qui n'exclut pas le fond, etc. Et une fois que tu as créé, j'ai presque envie de dire, l'envie ou le besoin de faire quelque chose, ben le reste, je ne dis pas que ça déroule tout seul, mais enfin ça facilite tout de même. Voilà. Oui, alors ça pour moi c'est clé aussi. Hein, en fait, quand on se met en mouvement, comment on se met en mouvement, faut déjà qu'il y ait un trouble, il faut qu'il y ait un moment d'arrêt, qu'on se confronte à ces dissonances, qu'il y ait un déséquilibre, et donc il faut créer ces moments-là. Et je suis tout à fait d'accord. Alors, on peut être un peu dans la catégorie expert quand on se présente là, mais en fait, c'est un rôle. Hein, c'est-à-dire qu'on peut apporter des connaissances, mettre des choses en lien, mettre des mots sur des choses, mais le plus important pour transformer, c'est pas l'expert, c'est la communauté apprenante.
dans le territoire. Je suis d'accord. Et là, on est bien aligné. Et donc, en fait, c'est ce que tu dis finalement, c'est que c'est créer cet espace où, en fait, on a une volonté de créer une communauté qui va apprendre et qui va transformer son territoire. Et donc, nous, on est un peu, voilà, on passe, mais il faut surtout qu'il y ait une communauté qui se crée après, quoi. Parce que, alors, les uns les autres, hein, enfin, c'est nous deux, mais il y a plein d'autres personnes aussi. Et donc, c'est là où ça se, c'est là où ça devient joyeux finalement, parce que on s'empare du. Ça crée du sens et du lien. Ouais, exactement. Mais le truc, c'est que tu le sais. Tu vois peut-être la même chose, enfin je ne sais pas, mais j'imagine qu'on a des expériences un peu similaires à certains égards. Des fois, le souffle peut être créé et pourtant le soufflet retomber s'il n'y a pas du concret quand même assez rapidement qui arrive dans les semaines, on va dire, qui suivent notre intervention ou machin. Et moi, ça m'arrive quand même assez régulièrement. Enfin moi, en général, quand je passe quelque part, ça ne laisse pas indifférent. Alors il y a quelques réfractaires qui n'aiment pas, mais la plupart des gens quand même, ça les interroge profondément, quoi. Y compris, quand j'interviens face à des élus en formation sur la sécurité des territoires, ou quand j'interviens face à des gens dans des entreprises, je ne m'adresse pas dans un premier temps à l'élu, ou à l'agent territorial, ou à l'employé, ou au patron. Avant tout, je m'adresse à la personne, à l'individu, à l'humain, au citoyen, au frère, au fils, à la sœur, etc. Et c'est là que j'essaie de toucher. Et après, ça peut se dérouler, se déployer dans leur fonction. Mais donc ça laisse pas indifférent. Et pourtant, effectivement, j'ai pas mal de retours d'expérience qui m'ont dit « Waouh, quand t'es passé, ça a déclenché quelque chose de fou. » Et puis 6 mois plus tard, ben ouais, mais alors le soufflet est un peu retombé. Et j'ai beau dire, il faut faire quelque chose. Moi, j'ouvre une brèche, mais il faut l'exploiter juste après. Exactement. Et si ce n'est pas le cas, malheureusement… Oui, ça peut retomber. Mais par contre, ce que tu dis, c'est super important. C'est ce que dit aussi Arthur Aubeuf. Hein, il faut émanciper la personne physique pour qu'elle prenne le dessus sur la personne morale. Parce que très souvent, on a des personnes morales qui ont le tout pouvoir, et donc la personne physique est touchée, se dit ah oui, là en fait je suis en dissonance complète, il faut que je change des choses, quoi. Je me mobilise, et puis il y a la technostructure ou la structure tout simplement qui bloque, et puis d'un second, ouais, finalement, je ne vais pas y arriver, quoi. Et donc 6 mois après, en effet, le soufflet retombe. Ouais, il y a beaucoup de ça, beaucoup d'absence d'occasion ou de levier clairement identifiable pour faire quelque chose. Mais aussi, moi, un des messages que j'essaie de faire passer, parce que c'est facile de faire passer le message, mais derrière, effectivement, c'est pas forcément simple à mettre en œuvre, c'est que il faut, quand on est à un endroit, dans un organigramme, avec une fiche de poste, avec des attributions, des rôles, certes, il faut essayer de jouer sur ces leviers-là et pour être le meilleur possible. Quand je dis le meilleur possible, c'est pas de la performance, le meilleur possible dans son métier, c'est-à-dire faire le mieux qu'on puisse faire avec les moyens qui sont à notre disposition, mais là où ça va peut-être se jouer, c'est dans le pas de côté qu'on va faire, et c'est dans un décalage et aller faire des choses qui sont au-delà de sa fiche de poste, qui sont au-delà de ce qui est prévu, dans la zone grise, et disrupter à cet endroit-là avec un autre rôle, peut-être même un rôle d'essayer de trouver, d'identifier des gens un peu comme soi, qui pensent un peu pour essayer de faire un mouvement ou quelque chose, une dynamique interne. Une coalition, Ils n'ont pas l'habitude, ça. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet ? On peut rentrer dans le vif du sujet parce que les gens, ils se disent, alors, robustesse. En fait, ouais, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu veux. On part sur la résilience, par exemple ou, comme tu veux. Vas-y, je te laisse. Non, parce que ça peut-être un point où on va être rapidement d'accord, c'est sur la. Enfin, je peux peut-être te raconter, moi, pourquoi je suis. Parce que moi, en fait, je parlais de résilience pendant très longtemps, et j'ai basculé vers la robustesse pour une bonne raison. Et c'est peut-être là où on peut. Et je pense, je sais pas, je subodore que c'est précisément le point qui va moi me gêner. Mais très bien, c'est bien, quand ça rentre dans le sujet. Alors, d'ailleurs, dans la troisième voie du vivant, là, qui a été publiée en 2022 quand même, donc c'est pas si vieux que ça, il y a tout un chapitre sur la résilience du vivant. J'ai vu. Ouais. Et j'utilise la définition de la résilience de Carl Folke, Stockholm Resilience Center, la capacité d'un système à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde dynamique. Donc là, en fait, je pense qu'on utilise la même définition de la résilience. Moi, je ne m'adresse pas à Folke, mais effectivement, dans les grandes lignes, oui. Ouais, et donc, là, moi, je suis à fond. Cette résilience-là, elle me pose aucun problème. Mais c'est en fait ce qui m'a un peu retourné sur la résilience, c'est le travail de Thierry Ribaud, notamment. Ouais, et c'est bien là où moi, je vais intervenir. Mais vas-y. Ouais, très bien. Mais voilà, c'est intéressant de voir d'où vient ce mot résilience, quoi. Si on fait un petit historique, alors je fais vraiment à la serpe, mais le mot résilience, donc ça vient de résilire en latin, rebondir. Et au départ, c'est l'écho, c'est de la résilience acoustique finalement. C'est un son qui rebondit sur les murs. Donc ça, c'est du XVIIe siècle.
Après, c'est devenu une sorte de résilience un peu psychosociale floue, et puis la physique s'en est emparée, les matériaux résilients qui se plient et qui reviennent à l'état initial, qui absorbent l'énergie, c'est l'énergie par volume. Voilà, c'est bien décrit physiquement, il y a une définition de la résilience physique. Donc là, à la limite, bon, pas de problème. Je ne suis pas d'accord. Mais d'accord. Pas tout à fait. Mais vas-y, vas-y. Non, vas-y, non, je te laisse dérouler. Ok, je déroule. Oui. Donc voilà, donc la physique s'en empare. Et là, les psychologues, donc chez nous c'est Boris Cyrulnik, mais c'était plutôt aux États-Unis que c'est parti, récupèrent ce mot de résilience physique pour l'appliquer aux humains. Donc en gros, c'est comme si on était un peu des matériaux qui se cassaient et qui revenaient à l'état initial. Enfin, je force le trait. Hein. Donc c'est entre rebondir, entre se comporter comme un ressort ou être un ressort, il commence à y avoir un problème. Et même les mots, hein, quand on entend les mots se reconstruire après un traumatisme, se reconstruire, c'est la science des matériaux. Donc il y a des fois un petit peu des parallèles dangereux, mais à la limite, pourquoi pas je pense que quelqu'un qui a vécu un traumatisme va vouloir se reconstruire, va vouloir remonter la pente. Enfin, ça, c'est très humain. La renaissance, c'est une pulsion humaine profonde. Hein, donc ça, il n'y a aucun problème, là, à la limite, hein, jusque-là. Le problème que je vois, et c'est ce que Thierry soulève, c'est qu'aujourd'hui, la résilience, quand on en parle dans le monde politique, dans le monde socio-économique, et quand je dis on, hein, c'est plutôt les décideurs qui sont plutôt dans le monde néolibéral, en fait, ont récupéré cette notion pour en faire une forme de sélection darwinienne. Là, je force le trait, hein, pour dire on va vous demander de tomber et vous allez pouvoir apprendre de votre échec, hein, enfin je caricature, et à la limite même en confondant résilience et antifragilité, vous allez même être encore mieux après, vous êtes encore plus fort. Et là, ça devient très problématique parce que ça devient, c'est du consentement au désastre, hein, quelque part, et comme le dit Thierry, ça délégitime les résistances. Et c'est là où il y a, à mon avis, c'est là où il y a une friction. Et quand on parle de résilience, si on ne fait pas tout ce laïus pour expliquer qu'il y a aussi celle de Karl Folke et compagnie, là, c'est compliqué. Et donc, c'est un mot chargé. J'entends. Alors, c'est précisément là qu'on n'est pas d'accord. Très bien. Et ça, c'est sur ce truc-là où on n'est vraiment pas d'accord. Et je vais expliquer, essayer d'expliquer. Alors déjà, juste moi, mes références en termes de résilience, il y a eu Karl Folke, parce qu'effectivement, c'est lui qui a une vision intégrative. Enfin, c'est pas lui, c'est une équipe, quoi. C'est Karl Folke et et al. Oui. Voilà. Mais globalement, Folke, effectivement, c'est lui qui dit... mais c'est pas le premier à le dire, en fait. Mais c'est lui qui a le premier vraiment... on va dire détailler la chose. Voilà, résilience égale robustesse, plus adaptabilité, plus transformabilité, et éventuellement des fois on voit intervenir un quatrième terme qui est flexibilité ou je sais pas quoi, déjà ça varie, mais qui est entre l'adaptabilité qui est la capacité à aller vers le bas et la transformabilité qui est la capacité à évoluer et à se transformer, qui est entre les deux la capacité de rebond rapide, enfin bon bref. Donc il y a 3 ou 4 dimensions, la quatrième elle n'est pas chez Folke, mais passons. Mais avant lui, moi, il y a un professeur qui s'appelle Douglas Payton, qui avait posé une définition qui était déjà ça, à peu de choses près, en 2005, je crois. Et en 2010, il a proposé également une espèce de cadre conceptuel, de modèle de la résilience qui m'a beaucoup intéressé. Voilà. Puis après, il y a d'autres auteurs, je ne vais pas faire le détail, mais comme Tyndall, comme le Stockholm Resilience Center, des choses, le Post-Carbon Institute aussi, etc. Bon. Ça, c'est effectivement pour la base, si tu veux, théorique, il y en a d'autres, hein, mais l'essentiel est là. Et donc ensuite, si tu veux, moi, j'ai quand même regardé un petit peu qu'est-ce que c'était que la résilience, mais moi, je ne suis pas un spécialiste de la résilience à la base. Je suis devenu après. Juste, j'explique la chose, parce que ce n'est pas comme si j'étais un spécialiste de la résilience et que je voulais à tout prix caser le mot résilience. Je n'ai pas de copyright sur le mot résilience. Par contre, non, moi, je suis un spécialiste d'abord des risques, effectivement, systémiques. Et qu'on soit clair, ça veut dire quoi, risque systémique? Ça ne veut pas dire simplement des gros risques majeurs, de crise majeure. C'est des risques qui remettent carrément en question les modèles de société. Voilà. Et donc c'est quand même beaucoup plus disruptif que ça. Et ensuite, j'ai étudié, pendant plus de 10 ans, j'ai étudié les différentes fragilités ou vulnérabilités des sociétés humaines les systèmes socio-écologiques, pas que les sociétés humaines en interaction dynamique constante avec des systèmes naturels, on va dire, des écosystèmes, face à ces risques systémiques. Et ensuite, je me suis dit, bon, alors, on est très vulnérable finalement à pas mal d'égards, et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour... Et là, j'ai cherché, et je suis tombé sur ce concept de résilience, je me suis dit, intéressant, donc j'ai creusé, et puis finalement, je suis devenu un spécialiste indirectement de la résilience. Alors moi, je vais dire une chose, c'est qu'il n'y a pas une définition, ni de la résilience, ni de la robustesse. Il y a plusieurs définitions et il serait faux de dire la résilience c'est ça, la robustesse c'est ça. Il faut juste préciser 2 choses, je pense. La première chose, c'est
Quand on dit résilience, c'est la résilience de quoi vis-à-vis de quel type de risque ou de choc, ou de dynamique. Donc là, en l'occurrence, moi je me place dans un contexte bien particulier, qui n'est pas la biologie, même pas l'écologie, mais qui sont les systèmes socio-écologiques, qui sont les systèmes dynamiques complexes. Bon, bref. Donc ça, c'est la résilience des systèmes socio-écologiques. Et face à quoi? Face à des risques majeurs. Et là, on pourra en discuter après, sinon ça va être trop long, là, comme tirade. Mais justement, on va peut-être discuter des différents types de risques. Parce que j'ai une question à te poser là-dessus aussi. Bon, voilà. Et quand on dit la résilience de quoi vis-à-vis de quoi, et je pense qu'il faut aussi dire la robustesse de quoi vis-à-vis de quoi, on peut déjà être un peu plus précis. Et au service de quoi on met la résilience, et au service de quoi on met la robustesse. Parce que je pense que, je ne sais pas ce que tu dis sur la robustesse, mais moi je dis que la résilience, ce n'est pas la finalité. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est un espace en fait. On crée un espace de viabilité finalement dans les deux cas. Enfin, en tout oui, cas, c'est un peu ça, okay, j'entends. Ouais. En tout cas, c'est pour la résilience socio-écologique. En fait, pour moi, la robustesse, que je vais définir comme quand on maintient le système stable et viable malgré les fluctuations, qui est en gros créer un espace de viabilité. Et donc, mais alors peut-être que pareil, peut-être que je précise sur la robustesse, comme ça on aura bien tout sur la table. Oui, bien sûr. Après, je reviendrai sur Thierry Ribaud. Okay, oui, parce que en effet, je suis curieux. Mais du coup, la robustesse, c'est pour un système statique, et c'est la définition qu'on voit de la robustesse dans le dictionnaire, c'est solide. C'est un objet solide, voilà, il est robuste. Et bon, c'est dommage parce qu'en fait, ça, c'est un héritage du monde stable, enfin en tout cas de la fiction du monde stable, c'est qu'on pense que les objets sont robustes quand ils sont solides. Et en fait, dans un monde dynamique, ce qui fait qu'un objet est robuste, c'est plutôt qu'il est souple. Donc il est capable de s'adapter et en fait, d'avoir un espace de survie dans un monde fluctuant. Ça, c'est ça qui fait qu'il est robuste, il est stable et viable. Stable à court terme, viable à long terme. Ça, c'est pour les êtres vivants, on l'utilise beaucoup en développement, par exemple, qui est un peu plus sur mon champ de recherche. On parle beaucoup des mécanismes robustesse de morphogénèse, par exemple. Donc, ça veut dire qu'une feuille n'arrête pas de pousser, donc elle n'est pas stable, parce qu'elle est en train de changer de forme, de taille, etc. Et pourtant, elle est robuste. Elle est capable de gérer des fluctuations de vent, de salinité, etc. Ça, c'est la robustesse. En fait, on ne parle pas de résilience dans ce cas-là, parce que c'est vraiment on a créé un espace de viabilité, il y a des marges de manœuvre énormes, et cette feuille, elle peut pousser dans à peu près n'importe quelle condition, enfin pas toutes les conditions quand même, mais un champ de conditions très large. J'entends. Et ça, c'est la robustesse. Et ça, le vivant est très fort pour ça. Et le vivant, c'est ton domaine. Voilà. Et moi, ce n'est pas mon domaine, même si je connais des choses, mais ce n'est pas mon domaine. Et moi, je suis vraiment sur les systèmes socio-écologiques. Et je pense qu'il y a des différences quand même majeures. Un système socio-écologique très complexe, pour moi, on ne peut pas forcément étendre la définition sur un être vivant ou éventuellement un écosystème vivant juste à tout un système socio-écologique. Bon, et moi, les mots, je ne les utilise pas tout à fait comme ça. Donc effectivement, il y a déjà une petite différence dans la sémantique. Pour moi, je suis effectivement... en fait, le truc est le suivant. On s'en fiche, j'allais dire pour moi. Mais on s'en fiche de ce que je pense. Moi, j'ai lu, et c'est juste ce que j'ai lu, parce que je n'ai rien inventé. Je n'ai pas été moi-même auteur d'une publication séminale sur la robustesse dans une revue à comité de lecture. Par contre, en 2021, il y a un groupe de chercheurs français qui ont publié de Toulouse, ils sont de Toulouse, et c'est Antoine Clément de mémoire, et le et al. Toujours, et ils ont publié une revue, justement. Alors leur truc s'appelle, attends, je l'ai parce que je n'arrive jamais à me retenir, alors c'est en anglais, c'est bon, ça a beau être des français, c'est en anglais le titre, c'est Robustness, Resilience, Typology of Definitions through a multidisciplinary structured analysis of the literature. Bon, alors pour ceux qui n'ont rien compris, c'est robustesse et résilience, une typologie de définition à travers une analyse structurée multidisciplinaire de la littérature sur le sujet. Ils ont fait un énorme travail de synthèse sur la robustesse, sur la résilience. Bon. Et eux, leur conclusion, c'est que tu connais peut-être, je ne sais pas si tu connais ce Non, je n'ai pas lu. Ouais. Et ben, eux, ils voient il se dégage 3 catégories de définition de la robustesse, qui sont appelées 1, 2, 3, et 3 catégories de définition de la résilience, qui sont différentes également. Mais malgré tout, malgré le fait qu'il y a 3 catégories, on pourrait se dire, ah ouais, du coup, c'est n'importe quoi. Non, c'est quand même, les 3 définitions de la robustesse sont des variations autour d'une idée générale commune. Ouais. Et les 3 définitions de la résilience, allez voir la publication, il y a même des schémas, ça rend les choses plus claires peut-être. Et les 3 catégories de la robustesse, de la résilience, c'est pareil, c'est autour de la... Et pour moi, il y a une convergence quand même, il y a peut-être des exceptions dans la littérature, mais il y a une convergence de littérature sur le fait que la robustesse, c'est maintenir le système, la résilience, malgré des fluctuations, des perturbations, etc. La résilience, c'est quand il y a un choc, ne pas essayer de maintenir le système, lâcher pour passer en mode dégradé et se donner une capacité de rebond pour évoluer vers quelque chose d'autre, pas nécessairement revenir à la normale. Et il faut, selon moi, voilà, pour moi c'est très différent.
La robustesse, et je la vois beaucoup plus statique, et même s'il faut arrêter l'étymologie a ses limites, mais quand même, malgré tout, voilà, je veux le dire que toi, tu as dit que résiliere en latin pour la résistance, c'est rebondir pour la résilience, et la robustesse, ça vient de robur, tu dois le savoir, qui en latin veut dire le chêne rouvre, un gros chêne bien rustique. Et vous connaissez le truc du chêne et du bambou, c'est grosso modo, c'est solide, quoi, et ça bouge, mais très très peu. Voilà. Et quand il y a des fluctuations, ça tient. Et quand il y a un choc qui dépasse la fluctuation, bah, ça casse ou ça se déracine, quoi. Et donc, pareil pour les os, quand tu as des os trop durs, quelque part, ils résistent bien jusqu'au moment où ils cassent. Voilà. Quand il faut donc qu'ils soient un peu mous également pour pouvoir encaisser les chocs. Quand ils sont trop mous, c'est pas bon non plus. Bien sûr, donc c'est ce mélange un peu subtil et bizarre. Voilà. Voilà. Et donc juste pour dire que pour moi quand même, dans ma connaissance de mon sujet et dans ce que j'en déduis, la robustesse, donc comme tu disais, pour revenir à la définition, la résilience inclut de la robustesse, c'est-à-dire cette capacité à se maintenir malgré des fluctuations, et donc toi tu dis élargir un peu les bornes pour se donner un espace voilà. Et c'est proche de l'homéostasie, mais l'homéostasie, c'est pas tout à fait. Il y a une différence entre homéostasie et robustesse. Pour ceux qui s'intéresseraient, je ne sais même pas si ça intéresse les gens. Mais bref, l'homéostasie, c'est un processus actif, c'est des mécanismes internes de régulation, voilà. Comme par exemple quand la chaleur corporelle est maintenue, et c'est pas, selon moi, tout à fait la même chose que la robustesse, qui est une propriété, la capacité à être naturellement tolérant vis-à-vis de fluctuations externes ou internes. Bon. Mais donc bref, pour moi, d'abord il y a la robustesse où on se maintient. Et si le choc est trop grand, alors il faut arrêter d'essayer d'être robuste, selon moi, et être à ce moment-là adaptable pour se déformer, puis idéalement, la cerise sur le gâteau, transformable pour évoluer vers quelque chose. Donc, oui, donc c'est là, en effet, il y a une petite... Parce que tu vois, si je prends l'exemple du chêne, le chêne, en effet, ça c'est la fable du roseau, du chêne et du roseau. C'est ton truc. Oui, exactement. Et donc, alors, le roseau, il est robuste de façon dynamique, en effet, parce qu'on voit bien qu'il est dans le vent, il résiste. Et ça, c'est plutôt la stabilité, malgré les fluctuations. En fait, il est une durée de vie assez courte, donc finalement, voilà, on voit surtout la stabilité. On voit aussi la viabilité, hein, mais c'est sur une vie assez courte. Mais le chêne, en fait, dans sa vie, dans ses centaines d'années de vie, il va connaître la foudre, des ruptures majeures, et il va survivre. Et ça, c'est robuste. C'est pour ça qu'il est appelé robuste, le chêne. C'est qu'en fait, ce n'est pas seulement sa robustesse mécanique qui est un peu que La Fontaine l'enferme un peu dans cette vision mécanique des choses. C'est en fait, le chêne, il est robuste parce que dans son tronc, il a des réserves. Et ces marges de manœuvre vont lui permettre, quand il est coupé en deux par la foudre, par exemple, ou même quand il tombe, de refaire des rejetons et de repartir pour un cycle. Et ça veut dire que ces marges de robustesse sont énormes, énormes. Et en fait, nous, en fait, on voit, on voit la robustesse plutôt à court terme, mais c'est normal parce que c'est notre espace de temps. Les plantes, elles ont une échelle de temps qui est beaucoup plus longue. Ah oui, et du coup, c'est comme si on voyait une plante vivre en accéléré, par exemple. On ne serait pas du tout dans la même dynamique de robustesse parce qu'on verrait des choses... Alors, c'est une déformation professionnelle, hein, parce qu'évidemment, quand on travaille sur les plantes, on n'est pas dans la même échelle de temps. C'est mon côté Gaston Lagaffe, mais qui est en fait... par l'étude des plantes, on voit que la dynamique n'est pas la même. C'est beaucoup plus lent et du coup, leur robustesse, elle est forcément nettement plus large parce qu'elles vivent plus longtemps. Enfin, les arbres, notamment, vivent plus longtemps que nous. Mais ça veut dire aussi, enfin, c'est là, je pense qu'il y a une petite friction, mais qui est fertile, en fait, c'est que dans les deux cas... Ouais, non, mais exactement. En fait, ce qu'on se pose comme question, c'est comment on fait pour vivre dans un monde fluctuant, finalement. C'est là où on se rejoint, finalement. C'est quelles sont les solutions. On se rejoint jusqu'à un certain point. Mais vas-y. Ouais, mais en fait, ça nous tombe dessus, ce monde fluctuant. C'est que ça va varier très fort. En effet, on a inventé des systèmes très suroptimisés qui deviennent très fragiles, qui craquent de tous les côtés. Les risques sont pluriels. Et donc, comment on fait pour vivre dans ce monde-là? Et alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas forcément plaquer le mode du vivant dans le monde social. Hein. Ça a déjà été fait dans le passé et on a vu les résultats. Les extrapolations ont leurs limites. Elles sont intéressantes, toujours intéressantes, mais elles ont aussi leurs limites. Mais... Oui, bien sûr. Et donc, un système social, nous, on a l'écriture, on peut se projeter dans l'avenir, tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec les plantes ou les fourmis, hein, très clairement. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on s'inspire du vivant et qu'on veut le plaquer sur la société. Mais inversement, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment un peu bizarre où en fait on voit bien que ça commence à tanguer très fort et très souvent ce qu'on met comme option c'est d'augmenter les performances. Donc là encore un autre gros mot. Et là voilà et le truc c'est que alors il y a un compromis entre performance et robustesse, il y a aussi un compromis entre résilience et efficacité. Voilà, donc tout ça, voilà, c'est un peu les miroirs hein, finalement. Mais ça, pour moi, c'est le point le plus important finalement, c'est de ne pas tomber dans le piège de la performance. C'est-à-dire que si on va vivre des crises énormes,
si on tombe dans le piège de performance, le pire, c'est qu'à court terme, ça marche. Sauf qu'on s'est fragilisé, on est devenu moins robuste. Voilà. Exactement. Et là, ça devient super fragile. Enfin, j'ai un peu digressé par rapport à… Oui, si tu veux, on y revient, parce que c'est vraiment intéressant, mais je voudrais quand même revenir à mon Ribot, à mon Thierry Ribot, je ne sais pas s'il regardera. S'il regardera, il ne sera pas content. Je te le dis tout de suite, parce que moi, je vais le critiquer en long, en large, en travers. Mais globalement, juste, en tout cas, on est d'accord sur beaucoup de choses. Après, on n'utilise pas forcément les mots pareils. Moi, ce que je vois, c'est que tu dis le chêne a une grosse capacité de résilience. Bon, ça dépend comment on voit la chose. Si on raisonne, ça dépend du type en fait de risque. Et c'est toujours pareil. On ne peut pas être résilient ou robuste vis-à-vis de toutes les catégories de risques à mort et à l'infini. Voilà. Mais on peut imaginer aussi le cas où le vent est trop fort, le chêne est déraciné. Point. Voilà, c'est game over. Alors, on peut toujours faire des rejetons, mais est-ce que c'est le même chêne? Je ne sais pas si on peut dire que les chênes, c'est plus compliqué. Les peupliers, ils arrivent à faire des… Enfin, ça dépend des espèces. Voilà. Marcotte, je ne sais pas. Oui, il y a des drageons, tout ça, il y a des possibilités. Bon, en tout cas, moi, tu me dis, et ça, je ne savais pas, tu me dis qu'au départ, tu parlais de résilience avant de bifurquer. Donc, et c'est vrai que moi, quand je vois les choses de mon point de vue, et même de ton point de vue, puisque, une fois plus, tu dis toi-même, tu l'as écrit dans ton bouquin, dans la troisième voie du vivant, tu as écrit la résilience, c'est folk, robustesse, adaptabilité, transformabilité. Et là, on est d'accord, même si moi je rajoute la flexibilité, mais on est d'accord. Et donc je me dis, mais du coup, pourquoi prôner la robustesse plutôt que la résilience? Pour moi, ça n'avait pas de sens. Et alors si la raison pour laquelle tu prônes la robustesse plutôt que la résilience, c'est parce que tu as adopté la critique de Thierry Ribot, et je vais te dire pourquoi, selon moi, la critique de Thierry Ribot est à côté de la plaque. Okay. Et pourquoi, justement, du coup, il n'y a pas de raison, pour moi, toujours pareil, je ne veux pas démonter ton truc, mais il n'y a pas de raison de prôner la robustesse plutôt que la résilience. Une fois de plus, ce n'est pas gravissime, mais il faut clarifier les choses. Et je veux, avant d'y aller, dire un dernier truc, parce que sinon, on va oublier. Parce qu'il y a aussi une chose que tu as dite, c'est que sur l'historique, quelque part, du mot résilience, effectivement, c'est né dans la résistance des matériaux. Et là aussi, je ne suis pas d'accord quand tu dis que la résilience… Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que les gens imaginent que c'est la vie de Keller contre la vie d'Amand. Voilà, je vais vous dire ce que je pense, mais parce que j'ai lu. Ce n'est pas juste un truc subjectif. Et j'encourage les gens à regarder. C'est pas juste. En sciences des matériaux, il y a ce qu'on appelle la limite d'élasticité, qui est jusqu'où un matériau peut se déformer avant de revenir à son état initial. Et ça, c'est pas la résilience, c'est l'élasticité. Voilà. La résilience, c'est encore beaucoup plus loin. C'est jusqu'où un système peut se déformer au-delà de la limite d'élasticité avant de rompre, avant de casser. C'est autre chose. Donc quand tu dis la résilience, c'est retourner à l'état initial, non, ça c'est l'élasticité. Alors même si on va dans le truc des matériaux, sans des matériaux, moi je ne suis pas d'accord là-dessus. Et la résilience, il n'y a jamais eu dans la résilience le fait de vouloir revenir à l'état initial. Sauf dans certains usages qui en sont faits. Oui, c'est ça. Et là, il y a effectivement beaucoup de gens qui utilisent mal le mot, que ce soit intentionnel ou non intentionnel. Et donc on peut évidemment critiquer les usages ou les mésusages qui sont faits du concept de résilience. Mais ça ne revient pas à la même chose que d'éliminer la notion, comme le fait Thierry Ribot. Et alors, maintenant j'explique Thierry Ribot. Alors, mais juste sur Thierry Ribot, vas-y. Parce que sur la physique, en fait, en effet, il y a des subtilités, mais dans le champ commun, quand on parle de résilience, c'est vraiment le retour à l'état initial, quand même. Et je pense que Thierry Ribot, en fait, c'est pas tellement la critique de la physique. Lui, en fait, ça lui va très bien qu'il y ait une résilience des matériaux physiques. Ça, oui, mais ça c'est pas un problème. Son problème, c'est plutôt ce qu'on a pris dans le champ psychologique, c'est cette définition un peu étroite de la résilience, qui est retour à l'initial, pour l'appliquer à une réponse à un traumatisme. Et c'est ça qui est critiqué. En fait, c'est son point. Et Cyrulnik est critiqué là-dessus. Voilà. Et lui-même, je ne sais plus, il a écrit des choses là-dessus pour essayer de se distancier ou de nuancer les choses. Mais en fait, ce n'est pas mon domaine, moi. Et j'ai beau être un spécialiste de la résilience, je vais être franc avec toi, je ne connais pas grand-chose à la résilience cyrulnikienne. Je comprends. J'ai jugé comme ça. Et donc c'est là que Thierry Ribot, lui, c'est plutôt un expert de cette résilience-là. Oui, mais c'est pas du tout la même. Ah, mais c'est tout le problème. C'est que, mais enfin, je vais te laisser dire. Non, mais je parle beaucoup. Mais c'est un point clé parce qu'en fait, et c'est ça mon problème avec la résilience, c'est qu'en fait, il y a autant de résilience que de champs disciplinaires. On pourrait presque le dire comme ça. Ça, c'est vrai. C'est pas la même chose dans le champ social, c'est pas la même chose dans le champ psychologique, dans la science des matériaux, en biologie, c'est encore autre chose. Enfin, c'est incroyable comme c'est varié, et c'est un mot compliqué. En fait, c'est pas un mot, comment dire, c'est
pas un mot qui vient tout de suite, quoi. Quand on a 5 ans, en général, on ne parle pas de résilience, quoi. J'entends. Bah, peut-être pas non plus d'embus, ça tu vas me dire, mais j'entends. Mais c'est un mot un peu compliqué. Et du coup, ça demande une sacrée explicitation. Parce qu'en fait, dès qu'on explicite, en fait, on va être d'accord hein, sur vraiment ce que ça veut dire derrière, etc. Mais le problème, c'est l'usage, voire la manipulation du terme. Oui, alors, j'entends. Et ça, là aussi, on va converger là-dessus, parce que c'est un gloubi-boulga indémerdable entre les différents usages, compétents, non compétents, de récupération politique par opportunisme ou pas. Enfin bref, il y a plein de choses. Et puis il y a des gens aussi qui en font bien. Et puis il y a des gens qui font j'essaie du moins de faire de la pédagogie et de la vulgarisation sur ce sujet, dans un champ très spécifique, hein, qui est la résilience appliquée au système socio-écologique face aux risques systémiques. Donc c'est bien spécifique. Et je pense que parce que le terme est galvaudé, est utilisé de manière X ou Y, c'est pas une raison pour autant pour dire bah non, on ne peut plus l'utiliser parce que c'est un champ de mine, c'est grillé. Parce que dans ce cas-là, on élimine presque tout, quoi. Oui. Tous les mots sont foutus. Oui, mais c'est pas pour forcément être aussi radical, en effet. C'est pas pour l'éliminer, mais c'est pour l'expliciter. Mais le moment dans lequel on est là, on voit bien qu'on est dans un moment de polarisation énorme, et la résilience est en train d'être récupérée de façon massive par plutôt le champ psycho-social, et pour en faire un outil pour dire on va vous, c'est très paternalisant, quoi, hein, disant on va s'occuper de vous. J'entends. Et en fait, c'est très japonais. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, c'est Fukushima et compagnie. Mais bon, il faut que je te laisse parler. Non, mais il ne faut pas que tu me laisses parler. Au contraire, non. Vas-y, si tu as des choses à dire, dis-le. Non, mais je suis curieux. Mais je suis très curieux. Ta critique de Thierry, c'est plutôt moi qui suis curieux. En fait. Oui. Donc voilà, effectivement, le mot est mal utilisé. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple qui va être éclairé ensuite quand j'arrive enfin à Ribot. Parce que là j'ai fait du teasing, il faut quand même que j'y aille. Mais un dernier petit truc, parce que ça va éclairer la suite. En France, en 2021, il y a eu une loi climat et résilience. Oui. Il y a eu en février 2021, vous pouvez le trouver facilement, un avis du Haut Conseil pour le climat qui a été émis sur cette loi, ce projet de loi. Et dans cet avis du Haut Conseil pour le climat, on trouve un passage, page 6, on trouve un passage qui dit la résilience. Alors là, c'est pas exactement la même chose que moi, puisque c'est la résilience, certes, des systèmes socio-écologiques, mais pas face à tous les risques systémiques, face très spécifiquement au changement climatique. Voilà, donc c'est proche, mais il y a quelques différences. Grosso modo, ça inclut adaptation, atténuation. Or, dans le projet de loi, il n'y a que dalle sur l'adaptation. Et donc, ce n'est pas, ils l'ont dit assez clairement, ce n'est pas de la résilience. Et donc, crois-tu que le gouvernement aurait entendu ça et dit « Ah, bah, finalement, il faut changer le nom de la loi ?» Non, bien sûr que non. Et donc, par opportunisme, j'imagine, on a appelé cette loi « climat et résilience » alors qu'il n'y a aucun lien avec de la résilience. Aucun, il n'y a rien. C'est donc pas parce qu'un gouvernement utilise le mot que ça en est. Thierry Ribot, on y va. Thierry Ribot est quelqu'un que j'ai croisé en 2021 aussi d'ailleurs, lorsque j'ai été auditionné par l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une mission parlementaire sur la résilience nationale. Et j'ai été auditionné, et lui aussi, le même jour que moi, et un troisième larron, mais on va parler de Thierry Ribot. Et je suis passé en premier, il est passé juste après moi. Vous pouvez regarder si vous voulez la vidéo. Je l'ai mise sur ma chaîne parce qu'elle n'est plus en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il ne les garde que 2 ans, les vidéos. Donc moi, je l'avais téléchargée entre-temps, donc je l'ai mise sur ma chaîne, toute petite. C'est une belle ressource, hein, pourtant, c'est dommage. On peut trouver le compte-rendu détaillé écrit, mais la vidéo, c'est intéressant. Mais elle est sur ma petite chaîne, parce que je ne mets pas grand-chose sur ma chaîne. Passons. Vous pouvez retrouver la vidéo et vous pouvez écouter si vous voulez ce que je dis, mais aussi ce que dit Thierry Ribot à 20 ou 25 minutes, et ça dure un bon quart d'heure. Et alors, là, ça fait partie des choses que je voulais justement, c'est pour ça que je te demandais d'imprimer, Pierre, quelques trucs, parce que je vais vous faire quelques passages. Je vais citer, comme ça on est précis. Comme ça, je ne dis pas, c'est pas moi qui pense que. Alors, 2-3 trucs. Ce sont des citations de ce que raconte Thierry Ribot. La résilience s'efforce de préparer au pire, sans pour autant élucider ce qui oblige à une telle préparation. Ma réponse. What? Mais d'où il sort un truc pareil? Je n'ai jamais vu ça, quoi. La résilience résiste au changement. Ah bon? Non, on vient de dire que la résilience est transformative, donc elle ne résiste pas au changement. Et transforme le changement en ressources au service de la perpétuation de l'existant. C'est factuellement faux. Non, la résilience est transformative, on vient de le dire. Alors, d'autres trucs. La résiliothérapie ôte aux populations toute perspective de prendre conscience de leur situation et de se révolter. Non.
La résilience, c'est profondément empouvoirante et elle permet justement aux gens de créer quelque chose de nouveau, éventuellement de se révolter vis-à-vis du système existant. La résilience empêche de percer à jour le désastre et ses causes. Non, rien à voir. La résilience pousse à l'intériorisation de l'affliction, alors là on va sur le champ psycho, à la responsabilisation dans la souffrance, et vise à réécrire les catastrophes en vue de l'avenir. Je ne sais pas d'où il sort ça. Il s'agit de nier le négatif, ce que j'appelle la négaphobie. Mais où va-t-il chercher tout ça? Voilà. Et enfin, la résilience, il y a d'autres choses, apparaît comme une institution sociale au service du consentement, ce que j'appelle une technologie du consentement. Alors des technologies du consentement, il y en a plein, mais la résilience n'en fait pas partie. C'est une technologie, entre guillemets, d'empouvoirment. Donc, pour moi, la critique de Ribot, il n'y a quasiment aucun de ces critiques qui tient. Et on peut résumer, je pense, sa pensée de la manière suivante. Ouais. Il a étudié le cas post-Fukushima au Japon. Post-Fukushima au Japon, il y a une politique gouvernementale qui a été menée. Et cette politique gouvernementale, Thierry Ribot la critique allègrement. Et même si je ne le suis pas sur l'intégralité de sa critique, il y a certains éléments où je suis parfaitement d'accord avec lui. Ok, oui, le gouvernement japonais a mis en place derrière une politique qui est une politique assez autoritaire, en tout cas technocratique, c'est comme ça et pas autrement. Et braves gens, apprenez qu'il va falloir souffrir et souffrez. Et apprenez à souffrir et apprenez à endurer. Voilà, faut être fort, faut être fort. Et du coup, voilà, bon ça il critique, je veux bien être d'accord. Sauf qu'ensuite il dit, oui, mais le gouvernement japonais a appelé cette politique la politique de construction nationale de la résilience, ou de construction de résilience nationale, je ne sais plus. Ouais. Et donc la résilience, c'est pas bon. Et il pour un bouquin qui s'appelle Contre la résilience. Attendez, mais c'est pas de la résilience, ça n'a rien à voir. Va dire ça à Elinor Ostrom, qui en 2002 a publié un article avec Janssen sur la résilience des systèmes socio-écologiques. Va dire ça à Rob Hopkins et des gens comme ça, que c'est un truc top-down, étatique de fabrication du consentement. C'est le contraire de la réalité. Le Japon, c'est pas parce qu'il a appelé ça résilience que ça en est. Donc on peut critiquer ce qu'a dit le Japon, on ne peut pas critiquer ce qu'est la résilience et dire non contre la résilience. Je précise enfin un dernier truc, c'est que le Japon n'a même pas appelé ça résilience. C'est un mot japonais qui a été utilisé. Et moi, je me suis renseigné auprès d'un traducteur franco-japonais. Il m'a dit, ouais, bon, résilience, pourquoi pas. Mais enfin, c'est plutôt, la traduction, ce serait plutôt consolidation. Donc, on n'est même pas précis sur les termes. Il y a du lost in translation dans cette histoire. Pour moi, la critique de Thierry Ribot sur ce qui s'est passé au Japon, pourquoi pas. Mais faire porter le chapeau de tout ça et la responsabilité, la notion de résilience, en aucun cas. Voilà, c'est comme en France, c'est pas parce qu'il y a le mot que ça en est. La critique de Thierry Ribot vis-à-vis de la résilience ne tient pas 3 secondes la route à mes yeux, et je ne suis pas le seul à le penser, parce que j'en ai parlé depuis 2021 à pas mal de gens dans mon réseau et de gens où on parle de résilience socio-écologique. On est à peu près tous d'accord pour dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Voilà. Je suis désolé Thierry, si tu écoutes, non, je suis désolé. Et donc, j'ai fini, si cette critique tombe, y a-t-il encore une raison de prôner la robustesse plutôt que la résilience? Voilà. Eh ben voilà. En fait, on va être d'accord et pas d'accord. On va être d'accord sur le fond, c'est-à-dire que la résilience socio-écologique n'est pas celle enfin, là où on est d'accord et pas d'accord, c'est que lui, il ne parle pas de résilience socio-écologique. Il parle de résilience psychologique adaptée au monde social. Et toi, tu parles de résilience socio-écologique comme le champ de la socio-écologie, donc voilà, Folke, Holling, tout ça. Et donc, c'est deux résiliences totalement différentes. De quoi parle-t-on au final? Et ben voilà, c'est le même mot pour deux choses complètement différentes. Mais le problème du mot résilience, c'est que les deux sens sont très problématiques. En fait, dans tout ce que dit Thierry Ribot, quand on voit ce que c'est que la résilience psychologique, en fait, on peut être que d'accord. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, c'est vraiment une technologie du consentement. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je vois quand même pas, même si je ne suis pas, comme je l'ai dit avant, un pro de la résilience psychologique, je ne pense quand même pas que ce soit de la résilience. On peut critiquer la politique japonaise, et là, à la rigueur, Thierry Ribot et moi, on a des convergences idéologiques, ou en tout cas de convictions. Mais faire dire c'est de la résilience, même dans ce champ-là, je ne le sens pas. D'accord, mais bon, c'est vrai que le Japon, c'est un exemple criant, parce que c'était la fameuse phrase que je cite souvent, c'est politique nationale de résilience, donc alors peut-être avec un mot un peu à traduire, mais qui disait, voilà, pour ne pas avoir peur des radiations nucléaires, il faut s'exposer. Oui, il faut s'exposer. Ça, c'est complètement, c'est dingue, quoi. Enfin, c'est vraiment, là c'est de la résilience toxique, là, pour le coup, enfin, mais psychologique. Si je peux citer un truc, c'est juste un élément. Si je dis ça, je sens que ça va être mal perçu. Je ne suis pas pro-nucléaire, d'accord? Je ne suis pas non plus un anti-nucléaire de base, mais enfin, globalement, je suis d'accord avec toi que
Si dans l'absolu, le nucléaire, oui, ça doit faire partie de l'équation. Si on regarde uniquement la transition énergétique et le fait de décarboner, oui, le nucléaire est important. Mais dans une perspective de basculement systémique à venir, comment tu entretiens ces installations? Comment toi, tu parles de bombes sales, j'ai entendu ça. On peut dire ça, effectivement, c'est un vrai risque. Bon, passons. Donc, je ne suis pas pro-nucléaire du tout. Mais je vais dire quand même une chose. Au Japon, d'après l'UNSCARE, je ne sais jamais comment il faut dire, c'est le truc des Nations Unies sur le machin, il n'y a eu aucune victime des radiations à Fukushima. Les seules victimes qu'il y a eu, ce sont des victimes qui ont été dues à la politique un peu agressive d'évacuation de la zone, et là, ça a créé des victimes. Et la science dit qu'en dessous de 100 millisieverts par an, tu n'as aucun effet constaté sur la santé humaine. Au Japon, la dose des gens, même pas loin de la centrale, était largement en dessous de ça. Donc je peux quand même comprendre. Après, je ne suis pas pro-nucléaire et j'aime pas non plus cette façon de faire. Voilà. Technocratique, c'est comme ça. Oui, je n'aime pas ça. C'est insupportable. Mais enfin, quand même mais je comprends pourquoi ils l'ont fait quand même. Il faut quand même, juste pour sortir du Japon, là, Tchernobyl, on se rend compte que finalement, les attaques de drones ont créé des dégâts assez importants sur le sarcophage de Tchernobyl. Donc, les attaques de drones? Oui, qu'il y a eu les mois derniers. On pensait que c'était des petites attaques. Voilà. Oui, je pensais que tu parlais pour la Russie-Ukraine, dans la guerre actuelle. Là, et on se rend compte que ce sarcophage, en fait, ne protège qu'à moitié. Il suffit qu'il y ait une zone de guerre et d'un seul coup, cette centrale dont on pensait qu'elle ferait plus jamais de mort, finalement, c'est encore un danger. C'est surtout sur la durée. Et on en prend pour vraiment très longtemps à avoir géré ce truc-là. Donc, vraiment, pour moi, le nucléaire, il faut vraiment l'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les centrales jusqu'à l'os, et après, on en construit plus. Parfaitement d'accord. Mais je suis d'accord. Et Négawatt, maintenant, est d'ailleurs aussi là-dedans. Donc, en fait, c'est assez intéressant de voir qu'on a un peu tous évolué. On a mis un peu d'eau dans le bain. Et c'est une question de gestion du risque. Voilà, exactement, c'est la gestion du risque. Mais du coup, je reviens à Thierry Ribaud sur la résilience psychologique. En fait, il y a l'exemple du Japon, mais qui est peut-être en effet problématique parce qu'il y a un problème de traduction. On peut trouver d'autres cas où la résilience psychologique s'est invitée. Par exemple, quand après la Grande Dépression aux États-Unis, en fait, c'est une des premières fois où on a commencé à parler de résilience psychologique aux États-Unis, et on parlait de resiliency, donc qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a une très légère, petite légère truc. Mais parce que pour le dire, pour que les gens comprennent, il y a les deux mots en anglais. Il y a resilience et resiliency. En plus, des gens qui interchangent les deux, mais en fait, il y a une légère. Oui, il y a des petites variations. Mais c'était quand même pour dire, les Américains, ils sont incroyables, ils arrivent à remonter après cette crise économique. Et donc là, en fait, ce que va dire Thierry Ribaud, c'est qu'on ne questionne pas les causes de la crise économique. Après, on peut dire autre chose, c'est Ivan Illich, par exemple, quand il dit que la médecine est l'alibi d'une société pathogène, en fait, c'est un peu le même genre de truc. C'est le même genre de processus. Voilà, on va prendre plein de médicaments, on va trouver des super chimiothérapies, mais sans questionner le fait qu'on est dans des environnements toxiques, finalement. Et donc, en fait, c'est ça, c'est ça qui l'inverse. Et c'est ça que je trouve intéressant. Non, mais en fait, on est d'accord, mais sur le fond. Pour moi, quel est le rapport avec la résilience? Le problème, c'est que tout ça, les décideurs utilisent le mot résilience. C'est instrumentalisé pour faire passer ce message. D'accord. Donc là, effectivement, allons-y, critiquons à mort les mésusages qui sont faits du mot et essayons de faire de la pédagogie pour réhabiliter ce mot. Et je dis réhabiliter ou l'habiliter tout court, mais parce que, pour moi, après avoir passé à peu près presque 10 ans, en tout cas, à essayer de trouver le seul concept que j'ai trouvé qui capture l'essentiel, mais sans suffire, qui ne suffit pas, c'est le concept de résilience pour moi. Et enfin, moi, c'est ma conviction profonde. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce mot-là. Pour moi, aujourd'hui, si tu veux, les gens sont paumés. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais qu'il y a des choses à clarifier, parce que je sais qu'il y a de la confusion. Moi, ça fait maintenant 6 mois, 1 an à peu près, que quand même assez régulièrement, il y a des gens, après mes interventions, qui me disent « Oui, mais alors, vous dites de résilience, mais quid de la robustesse En fait, M. Keller, ce serait plutôt la robustesse, non? C'est pas la résilience. » Je dis « Il y a Olivier Hamon qui est passé avant. » Voilà. Et les gens, non, alors, attendez, mélangeons pas tout. Alors les gens, du coup, pour la plupart qui ne maîtrisent pas trop ces subtilités-là, d'ailleurs, ça se trouve, ça fait chier tout le monde, qui ne maîtrisent pas trop ces subtilités-là, du coup, ils ne savent plus. Et souvent, c'est le dernier qui passe qui a raison. Donc, si tu passes après moi, ils vont dire robustesse. Si je passe après toi, ils vont dire résilience, mais ça n'a pas de sens. Et du coup, ça crée presque 2 clans. Ça, il ne faut pas, quoi. Non, bien sûr. Mais en fait, moi, je pense qu'on peut articuler les deux. Ce que je dis souvent, c'est que la résilience, ça reste une trajectoire. On tombe et on se relève. Et après, ça peut être représenté sous une forme de trajectoire. Exactement, voilà. Et c'est souvent, d'ailleurs, dans les schémas, on voit souvent des trajectoires. Alors que la robustesse, ça ne peut pas être une trajectoire. C'est des bornes. C'est des bornes qu'on écarte pour exprimer, agrandir un espace de viabilité, quoi. On pourrait le dire comme ça. Okay. Et là, c'est beaucoup plus libre. En fait, ce que je veux dire, le problème de la résilience, pour moi, c'est que l'obsession est sur la chute. C'est qu'il faut qu'il y ait un traumatisme, il faut qu'il y ait une chute
pour qu'on puisse en faire quelque chose, quoi. Donc après, on peut s'en remettre, on peut se transformer, voilà, si on prend la résilience socio-écologique, mais c'est quand même l'obsession de la chute. Alors que la robustesse, c'est plutôt un espace de vie. Et pour moi, la résilience, si je force le trait, hein, la résilience nous appelle à mobiliser plutôt une pulsion de mort, hein, c'est qu'on va chercher le désastre et on va en faire quelque chose, je force le trait. Et la robustesse, c'est plutôt une pulsion de vie, c'est qu'on va dire, on va créer un espace de viabilité, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir encaisser des chocs. Et en fait, on n'est pas obligé de passer par la résilience, c'est qu'en fait, quand on a ouvert l'espace de viabilité, il y a toutes les trajectoires. On peut continuer à monter, on peut descendre. Alors c'est là que je ne suis pas d'accord non plus. Voilà. D'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Là, pour moi, tu extrapoles au-delà de ce qui est dans la littérature scientifique, à ma connaissance, de ce que j'en connais, littérature académique, le concept de robustesse. Pour moi, la robustesse fonctionne. Tu peux toujours élargir effectivement un peu les bornes. Hein. Et là, cette zone de viabilité, cette zone de vie, j'aime bien cette approche. Et moi, franchement, j'aime bien tes valeurs, j'aime bien la façon dont tu en parles. Mais malgré tout, pour moi, on est sur des fluctuations qui peuvent être importantes, mais on n'est pas sur des chocs majeurs. Et là, il ne s'agit même pas de chocs majeurs style Fukushima. Il s'agit d'un changement d'air qui arrive avec carrément le système qui va changer, qui va peut-être même s'effondrer dans certains cas. Et là, on est largement au-delà des capacités maximales de robustesse. Et dans ce cas-là, il faut envisager que ça puisse casser, se rompre, etc. Et s'il n'y a pas de résilience, tu peux pas... D'accord, mais en fait, c'est là où l'effondrement. Ouais, donc je vois bien la différence. C'est qu'en fait, alors ça, c'est mon ancrage biologique, finalement. Parce que ce qu'on voit chez les êtres vivants, c'est que leur robustesse est vraiment extrêmement grande. Leur marge de manœuvre est extrêmement grande, parce que dans une vie, ils vont passer, enfin même nous, hein, nous on a quand même été des fœtus, on a vécu comme des parasites pendant un temps, après on a vécu sans rien, tu vois, on a vécu des choses incroyables. Et donc tout ça, c'est un système qui ne vit pas une crise, on pourrait considérer que c'est une forme de crise systémique, mais c'est naturel, c'est le truc standard. Un chêne, c'est normal qu'il ait la foudre de temps en temps, quoi. Et donc le vivant, ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution, c'est tous ces accidents qui peuvent être majeurs, et ça, c'est ça qui font qu'ils sont robustes. Et donc même ça se voit à l'échelle moléculaire. Dans l'ADN, l'ADN c'est bourré de valves, de soupapes dans les protéines et tout ça. Et donc là tu as un champ énorme de robustesse. Et donc c'est plutôt nous, société humaine, qui avons inventé des systèmes qu'on dit robustes, mais qui sont d'une fragilité incroyable, parce que les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Et donc je comprends qu'on parle de résilience. Par la performance ou l'optimisation. Voilà, mais tu vois, ça, on va y revenir aussi. Mais c'est toi où la résilience psychologique déclinée dans le monde économique s'installe. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'on n'a pas fait des systèmes assez robustes, on va faire de la résilience. C'est ce que dit Thierry Ribaud. C'est-à-dire que vu qu'on a fait des systèmes qu'on dit robustes, mais qui finalement ne sont pas très robustes, quand il y a une crise, on va dire, les gars, vous n'êtes pas débrouillés, là, il faut que vous ayez votre go-bag dans votre appartement, parce que les Russes peuvent attaquer. Et ça c'est de la résilience détournée. Ou en tout cas, ça devient un outil de détournement. Là-dessus, je suis d'accord, pas de souci. En gros, chez les êtres vivants, la robustesse est très large. L'espace de viabilité est énorme. En fait, une plante, on ne sait même pas quelle architecture elle va avoir au final. Si tu plantes une graine d'un chêne, tu ne sais pas du tout quelle forme il va avoir. C'est très ouvert. Et c'est que c'est encore pire pour les plantes, j'ai envie de dire, que pour les animaux, parce qu'elles sont fixées. Donc elles sont obligées de faire avec un environnement fluctuant dans le lieu où elles sont. Donc ça fait que le champ des possibles est énorme, et un arbre, il est robuste. Mais justement, il a un champ de viabilité qui est énorme. Nous, les sociétés humaines, si on fait, alors c'est là où c'est dangereux, de faire analogie avec une société humaine, de dire que c'est comme un arbre, nous, si on devait faire des arbres, ce serait une pépinière avec de l'irrigation, du pétrole, des engrais, des pesticides, parce qu'on a tellement, et on appellerait ça un arbre robuste. Alors qu'en fait, un arbre robuste, alors qu'il est en fait dépendant de tas de dépendances externes, d'une technocratie distante. Donc ça devient extrêmement fragile, parce que c'est de la robustesse vraiment à minima, c'est de la gestion des risques au sens vraiment risque de court terme, comme on fait dans une entreprise à peu près normale. Et donc ça, c'est fragile. Et dans le monde qui vient, dans le monde fluctuant qui vient, qu'est-ce qu'on dit? Je force le trait là aussi, on va dire, vu que vous n'êtes pas assez robuste, travaillez votre résilience. Donc apprenez à tomber pour vous renforcer. C'est presque l'antifragilité mélangée. Et là, c'est ce que dit Thierry Ribaud finalement, c'est que ça devient très dangereux. Au lieu de travailler la robustesse, on va travailler la résilience. Et là, en fait, tu vas reporter aux citoyens qui sont finalement en danger, tu vas leur dire, prenez des anxiolytiques si vous travaillez trop au travail. C'est un peu ça, quoi. Et là, ça devient vraiment problématique. Et en fait, quand tu le déclines à peu près dans tous les champs, en fait, tu trouves ça partout. Partout. Mais parce qu'on est dans le monde du burn-out, etc. Pas dans mon champ.
Oui, je comprends, mais je vais te donner un autre exemple. Ça, c'est Sandra Lubert qui en parle très bien dans Personne ne sort les fusils. Je ne pense pas qu'elle dise le mot résilience, hein, mais c'est juste pour dire que c'est un peu le même genre d'idée. Elle parle du procès de France Télécom, qu'on a beaucoup comparé au procès de Nuremberg d'ailleurs. C'est un moment assez bizarre où les patrons de France Télécom ne se rendaient pas compte en fait, qu'ils étaient tellement dans leur truc qu'en fait, ils disaient bah oui, en fait, on a sauvé l'entreprise. Il y a eu des suicides, mais bon, c'est pas très grave, on a sauvé l'entreprise. Donc c'est vraiment un truc incroyable. Et Sandra Lubert cite les lettres de ceux qui se sont suicidés. Et souvent, les lettres, c'est j'espère au moins que mon suicide servira à quelque chose. Et ben, c'est là où en fait, on est dans un délire de la résilience psychologique en disant eh ben, je vais me suicider parce qu'en fait, je suis dans des œillères. Là, mon espace de robustesse est vraiment extrêmement étroit. Là, je n'ai plus de viabilité. Ouais. Mais j'espère qu'en disparaissant, ça va créer un électrochoc et qu'il va se passer quelque chose. C'est vraiment la dernière… Ah bah là, c'est vraiment le truc ultime. Hein. Mais ça dit des choses. C'est qu'en fait, le fait que ça se produise, ça veut dire qu'avant, on n'avait pas soigné la robustesse sociale, économique, écologique, énergétique, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, toute la robustesse. En fait, on était beaucoup trop étroit. Et on a instrumentalisé une forme d'injonction à la résilience qui devient toxique dans ce cas-là. Ouais, alors justement, je voulais en parler de ça, du mot toxique. Mais ok, c'est super intéressant. Alors, il y a quand même encore là quelques désaccords ou peut-être petites divergences. Mais merci d'avoir expliqué. Moi déjà, j'entends bien ce que tu dis, par exemple, sur l'ADN, mais l'ADN, c'est une propriété des êtres vivants, et je ne pense pas qu'on puisse extrapoler ça à des systèmes complexes, et surtout pas des systèmes socio-écologiques. Voilà, ça, c'est la première chose. Moi, je ne connais ça fait 15 ans que je suis sur le truc, je n'ai jamais, avant Thierry Ribaud, jamais entendu dire que dans la résilience, il y avait une injonction à tomber, et une injonction à se relever, que c'était mortifère. Je n'ai jamais entendu ça. Pour nous, il s'agit de se construire pour se préparer à des chocs. Peut-être que Thierry Ribaud n'a pas compris que ces chocs allaient arriver. Si tu ne comprends pas que les chocs vont arriver, tu ne comprends pas la nécessité de s'y préparer, ça c'est sûr. Tu crois que c'est de la manipulation. Moi, je pense qu'exactement, il a compris que ça allait fluctuer très fort. Et que c'est pour ça, en fait, on se rejoint avec Thierry sur la robustesse, parce que c'est plutôt que de travailler sur la résilience qui vient après qu'on a un système qui est trop fragile et du coup on tombe, il faut se relever. On va plutôt travailler en amont pour que quand on tombe, ce n'est pas fatal. Et que du coup, on a pris suffisamment. Je vais donner un autre exemple. En amont, d'accord. Mais je vais trouver un autre exemple qu'utilise Thierry Ribaud, c'est Emmanuel Macron qui prenait l'analogie de Robinson Crusoe dans un discours, je ne sais plus trop quand, et qui disait, bah oui, Robinson Crusoe, quand il est sur son île, tout de suite, ce qu'il va chercher, c'est du jambon, du fromage. Enfin, il va essayer de trouver un stock de nourriture pour survivre tout de suite. Et donc après, il dit, bah là, il est résilient parce qu'il n'a pas fait un discours sur le naufrage, une théorie du naufrage. Il a été chercher son jambon, son fromage. Okay. Voilà, donc, et donc, ce que dit Thierry Ribaud, c'est que, alors là, c'est toxique de plein de façons. Robinson Crusoe, hein, c'est quand même le colonisateur qui va asservir un esclave qui va le sauver du cannibalisme. Enfin, c'est quand même une histoire quand même assez toxique quand même, Robinson Crusoe, quand on regarde l'histoire globale. Et en plus, elle a été inspirée par un certain Townsend qui voulait utiliser l'histoire de Robinson Crusoe, enfin la préhistoire de Robinson Crusoe, pour faire passer l'idée qu'on allait réduire les politiques sociales pour que les gens se débrouillent tout seuls. Ah bon, ça je trouve. Voilà, non mais bien sûr. Et donc toi, c'est là je trouve que Thierry Ribaud est très pertinent, parce qu'en fait, il nous fait voir l'autre visage de la résilience, qui est, elle, utilisée dans le champ politique de façon massive. Et c'est là, en fait, dans le champ socio-écologique, moi j'ai rencontré les gens du Stockholm Resilience Center, on est bien alignés, mais comme toi, en fait, on va être alignés sur la résilience socio-écologique. Il n'y a aucun problème, la transformabilité, tout ça, aucun problème. C'est l'utilisation pernicieuse de la résilience dans le champ politique et socio-économique. Alors, ok, mais alors dans ce cas-là, permets-moi de dire une chose. Critiquer les usages, une fois de plus, on est d'accord, il y a du travail. Mais bien sûr qu'on est d'accord. Oui, mais sauf qu'à plusieurs reprises, tu n'as pas dit ça. Et tu as dit des choses qui, moi, m'ont fait beaucoup de mal. Je dis m'ont fait beaucoup de mal. On fait peut-être pas trop, quoi. Disons que ça… Alors, je te dis le truc. Ouais. Il n'y a pas longtemps, parce que jusqu'à il y a 3-4 jours, hein, pour être clair, il y a 3-4 jours, j'ai regardé, parce que je ne l'avais pas fait, je me suis dit en amont d'Amant, je vais regarder ça quand même. J'ai regardé ton Thinkerview. Ok. Voilà. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu dis dans ton Thinkerview, vers la fin, alors de mémoire, c'est un peu après 1h30, 1h33, 34 par là, tu dis quand même des choses extrêmement violentes.
Je ne sais pas si tu as maîtrisé totalement ta phrase, mais tu as dit, en citant Thierry Ribaud, les gens iront regarder la phrase exacte, je ne l'ai pas notée, mais tu as dit que la résilience, de manière générale, appliquée au système socio-écologique, donc exactement ce sur quoi je travaille, et je ne suis pas le seul, on est beaucoup à travailler là-dessus, et ça fait 30 ans que ça existe, hein, c'est né dans les années 90, etc., ce n'est pas nouveau non plus, parce que cette résilience-là était une arnaque, et que c'était toxique. Oui, alors si j'ai dit ça, il y a un petit problème. Parce que c'est la résilience, vraiment, quand elle est détournée du champ psychologique. Mais ce n'est pas ce que tu as dit. Alors, ça tu n'as pas dit la manière dont la résilience est utilisée. Tu as dit l'arnaque de la résilience. Alors ça dépend, je ne me souviens plus du contexte, mais quand c'est utilisé, parce que tu vois, Macron l'utilise aussi dans le climat, hein, il va l'utiliser en disant les gars, il va y avoir des tempêtes, des méga-feux. Ouais. Et en fait, ça doit être dans le champ socio-écologique, en fait, ce n'est pas de la résilience socio-écologique, c'est dans le champ socio-écologique, mais c'est une résilience psychologique, économique, qu'on applique avec un risque climatique, par exemple. Et en fait, c'est toujours cette résilience Ribot-esque, on va dire. Et c'est là où il y a c'est là où il y a un problème. Mais peut-être que je n'ai pas été très clair. Bon, ça, c'est le problème aussi des interviews. Interview, ça a été vu par plus d'un demi-million de personnes, je ne sais pas combien exactement. Et ça je voudrais te demander de faire attention quand tu dis ça, parce que si on est d'accord, il faut peut-être mettre plus de précautions oratoires. Ouais. Mais tu vois, le problème, c'est qu'en fait, là, pour moi, si je le dis, monsieur Bonson, si je le dis un peu, là aussi peut-être un peu trop brutalement, mais il me semble que dans le champ socio-écologique, en fait, on a fait un abus de langage sur la résilience. Oui, je t'ai déjà entendu dire ça. Oui, parce qu'en fait, là, je vais être très réaliste, pas très scientifique. C'est que j'entends ce que tu dis sur la définition physique de la résilience, qui est plus complexe que juste le retour à l'état initial. En fait, on ne revient jamais à l'état initial. Hein. De toute façon, ça, c'est un mythe. L'élasticité, même l'élasticité, c'est jamais vrai. Il y a toujours des micro-fractures. Donc, même ça, on sait que ce n'est pas vrai, quoi. Donc, pour ça, c'est un peu un mythe. Mais du coup, la résilience en physique va un peu plus loin. Mais dans le champ général, ce qui vient en premier dans la définition de la résilience, quand on en parle au grand public, ça va être plutôt cette résilience psychologique de Boris Cyrulnik, américaine, la résilience des Japonais face à Fukushima, la résilience des Américains après la Grande Dépression. Voilà. Et c'est ça qui vient en premier, c'est le retour initial. Et donc en fait, c'est ça mon problème finalement. C'est pas tellement qu'il y ait une définition de la résilience socio-écologique à laquelle je suis très favorable, qui me va très très bien, la transformabilité, tout ça, c'est super. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme, d'ailleurs ce qu'on m'a dit aussi quand je dis que les marges contaminent le cœur, que c'est souvent par les marges que ça contamine le cœur. Les marges aussi, quand elles existent, elles permettent au cœur de continuer à exister. Par exemple, on va mettre des pistes cyclables pour qu'il y ait encore des SUV. Et donc c'est un peu le problème de la résilience socio-écologique, c'est que vu qu'elle est là, elle va autoriser la résilience du cœur. Oui, mais ça, mais ça, on peut le dire de tout, en fait. Oui, bien sûr. On peut dire l'économie circulaire en tant que telle, c'est très bien, mais du coup, ça devient aussi une récupération, un discours politique pour dire, puisqu'on circularise, on ne va rien changer profondément. Et c'est le cas pour tout. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Et parce que c'est le cas pour tout, il n'y a pas de raison, selon moi, de faire un cas particulier pour la résilience, en disant, la résilience, ok, le terme, on ne peut plus l'utiliser, et par contre, on va continuer. Mais non, il n'y a pas de raison. Et selon moi. Et si tu veux, il y a un exemple quand même que je trouve incroyable aussi dans un autre registre, je fais juste une parenthèse rapide, c'est sur la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on a un ministère de la souveraineté alimentaire qui prône l'ultra-productivisme avec des accords internationaux. Ouais. C'est le contre-pied total de la véritable notion de souveraineté alimentaire telle qu'elle existe, telle qu'elle a été créée historiquement par la Via Campesina, etc. Allez voir sur Wikipédia, regardez. Non, on sort totalement le mot. Est-ce que donc, il faut dire... Bon, on ne peut plus utiliser le mot souveraineté alimentaire. Non, mais il faut bien le définir. Il faut faire de la pédagogie. Au contraire, il faut le défendre. Et moi, je dis, il faut défendre le mot résilience et le concept de résilience. Thierry Ribaud, je comprends sa critique. Vraiment. Hein. Et toi, je comprends, je vois que vous convergez tous les deux là-dessus. La critique de fond, même s'il y a 2-3 éléments où je ne suis pas d'accord, où je trouve que c'est excessif, à la rigueur, les gens ne me croyaient pas. Allez voir, hein, allez voir. Alors, lisez le bouquin, puisqu'il a publié son bouquin contre la résilience. Et si c'est trop pour vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de la vidéo de l'audition devant l'Assemblée nationale en 2021. Et si vous allez sur ma chaîne, vous allez la retrouver et regardez ce que raconte Thierry Ribaud. Faites-vous votre avis. Voilà. Faites-vous votre avis, comme ça, c'est pas moi ou toi, faites-vous votre avis. Mais Thierry Ribaud, bon, ok, je peux entendre un certain nombre de points.
Mais je ne vois toujours pas, malgré ce que tu dis, hein, moi je ne vois pas le lien avec la résilience. Même sur le champ psychologique, même si ce n'est pas tout à fait mon champ. Mais en tout cas, la résilience, effectivement, il y a plein de champs. Si vous allez sur Wikipédia, là encore, et vous faites résilience Wikipédia sur Google ou ailleurs, vous allez tomber sur une page. Voilà, vous allez tomber, et elle est loin d'être exhaustive, vous allez tomber sur une liste, je crois, d'une trentaine d'usages de la résilience dans une trentaine de champs. Et je pense de mémoire, à moins que c'est changé, que c'est le truc tout en bas qui concerne les systèmes socio-écologiques. Voilà. Donc évidemment, c'est complexe, comme beaucoup de choses, mais le monde est complexe. Voilà. Donc mais je pense qu'il y a un peu autre chose, enfin, il me semble. Vas-y. C'est que, je reviens sur l'idée de la chute, c'est que la résilience implique le traumatisme, hein, il faut qu'il y ait un risque énorme, qu'il y ait une crise énorme pour que la résilience s'invite, qu'on passe un seuil, finalement, hein, que c'est pas juste des petites fluctuations. Voilà, exactement. On passe un seuil. Et donc du coup, ça veut dire que il peut y avoir, donc c'est utile dans le sens où c'est ce qui va nous arriver, ça nous arrive déjà. Donc merci de dire ça. Non, bien sûr, ça va arriver. Ouais, donc la résilience, il y a un peu il y a besoin de chute, il y a besoin de dépasser un certain seuil de crise pour déclencher la résilience, on pourrait le dire comme ça, parce que là donc il faut que ce soit une chute quand même assez majeure, hein, pour qu'on puisse parler de résilience. Donc ça me paraît important, mais du coup le problème de la résilience, c'est que ça embarque cette idée-là, qu'on va faire face à des chutes très fortes. Et donc ça peut être pour certaines personnes très démobilisante, enfin, ça peut mobiliser des personnes, mais ça peut aussi dire en fait, ça va être une catastrophe, mais donc ayez peur de la catastrophe, mais n'ayez pas peur. Donc il y a un petit côté un peu schizophrène là-dedans. Et surtout, c'est la peur qui va mobiliser. Alors que, et là je vais citer Rob Hopkins qui disait ça il y a 2 jours, là, qui a rencontré une résistante de la Seconde Guerre mondiale, 95 ans, et elle a posé une question très simple à l'auditoire. Elle leur a posé une question, elle a dit « Qu'est-ce que les résistants avaient en commun ?» Eh bien c'est tout simple, l'optimisme. Ils étaient tous optimistes. Et en fait, quand on est dans un moment comme ça, là, de résistance en fait, alors c'est pas vraiment de la résistance au climat, aux crises, ça va nous tomber dessus, ça nous dépasse complètement. Par contre, la résistance, elle est sur des systèmes socio-économiques qui nous fragilisent et qui créent des risques supplémentaires et qui font des risques sur des risques sur des risques sur des risques. Donc, pour moi, il faut absolument, dans ce monde-là, qu'on se mette en situation d'être des résistants. Et donc, c'est l'optimisme qui va créer des chemins de vie. L'optimisme, à mon avis, il est plutôt là où on commence à se poser des questions de comment on crée des espaces de viabilité. Et moins sur le côté, attention, ça va faire très mal. Je ne dis pas que c'est inutile, hein, c'est utile. En fait, c'est pour ça que ce que je disais au début. Moi, c'est très utile parce que quand tu passes avant moi, je vois bien que ça a créé un électrochoc. Mais si on reste sur l'électrochoc, ça peut être… il faut construire après, quoi. Mais c'est ce que tu disais aussi sur les communautés apprenantes, c'est ça. Mais il me semble que là, c'est presque un angle tactique plus que scientifique. C'est comment on fait pour créer de la mobilisation. D'ailleurs, c'est ce que tu disais au début, il faut être bancal, il faut être en mouvement pour se mobiliser. On se mobilise s'il y a du désir et donc s'il y a de l'optimisme. Et l'optimisme, pour moi, il vient quand on commence à ouvrir des chemins de vie. Voilà. Alors moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Pas complètement. OK. Bon. Déjà, je veux préciser une chose. Parce que quand même, les gens qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas ce que je fais, peut-être peuvent s'imaginer que quand j'interviens, c'est un électrochoc et que ça laisse tout le monde comme ça, etc. Alors, je précise que c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 parties dans mes interventions. La première partie, c'est ce que tu décris. Je dérange, je déstabilise, mais pour des bonnes raisons. Ce n'est pas pour le plaisir de déstabiliser. Ma première partie est extrêmement solide sur le plan scientifique, elle est assez indémontable. Voilà, je fais un constat, j'introduis la systémique, j'explique que le problème est systémique, ce que ça veut dire, etc., les enjeux. J'explique aussi, et ça c'est une autre partie de la première partie, pourquoi la plupart, en tout cas des solutions qui nous sont vendues comme telles, ne résoudront rien. Donc ce n'est pas des solutions. Et là on se dit, ah bon, ah merde, mais qu'est-ce que… Et là… Mais il y a une deuxième partie derrière où j'embarque les gens, je leur donne des clés, des leviers actifs, des leviers opérationnels, je leur dis ce qu'ils peuvent faire, etc. Il y a de l'empouvoirment dans ma deuxième partie parce qu'effectivement, le côté je déstabilise, je fais peur, entre guillemets, sans la suite, c'est contre-productif. On est d'accord, non, mais ça, je sais hein, que c'est… Ouais. Donc la deuxième partie est très importante. Hein. Mais par contre, pour moi, la peur a son rôle à jouer, il ne faut juste pas la laisser toute seule. C'est peur plus certain empouvoirment. Et la peur n'est pas la seule chose. Ce n'est pas peur ou pas peur. Il faut de la peur, parce que c'est un des meilleurs leviers de mobilisation. Il y a des études là-dessus. Alors là, tu rejoins Thierry Ribaud. Hein. C'est là que ça… En fait, lui, ce que dit Thierry Ribaud, je te vas-y. Mais parce que quand on parle de résilience, c'est ce que dit Thierry, c'est qu'en fait, on manipule la peur de la peur. Et donc là, c'est autre chose.
C'est qu'en fait, la peur, quand on a peur de quelque chose, ça dit des choses. Et donc, il faut bien l'écouter, la peur. Et je suis complètement d'accord avec toi, elle est mobilisatrice. C'est pas pour dire qu'on va vivre, c'est les bisounours. Elle mobilise pas forcément bien. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais elle est utile. Elle dit des choses. C'est qu'en fait, quand on a peur, c'est qu'on est en dissonance avec quelque chose. Il faut analyser avec quoi on est en dissonance. Donc là, si je me fais le porte-parole de Thierry, il dirait que dans la résilience va nous dire qu'en fait, on a peur de ce qui va nous arriver, au lieu d'avoir peur d'un système qui nous a fragilisés. Et c'est là où il y a une dichotomie. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui ressort d'un certain corpus, en tout cas de mon travail, mais bon, passons, ok, soit. La peur, pour moi, une fois de plus, c'est un très bon déclencheur, pour certaines personnes, pas pour toutes, et moi, ce que je fais, c'est que je suis multi-déclencheur. Je vais aller chercher et la peur, et le sens du devoir, et l'envie, et le désir, et l'intérêt personnel, et le fear of missing out, l'anxiété de ratage, des fois on dit en français, la peur de ne pas en être, et le désir mimétique, et il y a tout un tas de choses. Et c'est l'ensemble de tout ça, plus donner des leviers concrets, plus donner des exemples concrets inspirants, plus dire ce que chacun peut faire. Enfin, pour moi, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que ça fonctionne et que ça déclenche quelque chose. Bon, voilà, mais c'est une approche donc beaucoup plus complexe. Et la question n'est pas peur ou pas peur. Par contre, la peur, elle est intéressante parce qu'elle se pose la question de est-ce qu'on fait peur pour rien ou est-ce qu'on fait peur pour une bonne raison? Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour moi, même s'il n'y a pas d'injonction de tomber dans la résilience, pas du tout, c'est de l'empouvoirment des gens au cas où ça tomberait. Et il se trouve que ça va le faire. C'est quasiment démontrable. Quand, comment, à quelle vitesse, ça c'est autre chose, mais ça va le faire. Et comme ça va le faire, ben ouais, il faut s'y préparer. Que tout le monde ne puisse pas le faire, que tout le monde ne puisse pas entendre le message, tant pis. Mais si on peut au moins en mobiliser certains pour enfin construire des canaux de sauvetage, parce qu'on comprend que le naufrage va avoir lieu, ben c'est important. Plutôt que de se dire non, on ne va pas parler du naufrage parce que c'est trop anxiogène, restons positifs et restons optimistes, et puis on n'a rien préparé, et puis le jour où le naufrage se produit vraiment, ah ben merde. Donc moi, la question c'est, toi tu parles de fluctuation, et là, robustesse, nos problèmes, et moi, parle-t-on en fait fondamentalement des mêmes natures de risque? Parce que moi, je parle d'une rupture systémique et d'une rupture paradigmatique et d'une panne du système et d'un effondrement, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Et justement, la résilience est ce qui va permettre de limiter la catastrophe, voire, dans certains cas peut-être, de l'éviter. Et de rebondir et d'évoluer vers autre chose. Voilà, c'est un peu mon approche. Quand tu parles de cette dame, je ne sais pas, qui a dit le point commun des résistances et l'optimisme, bon, peut-être, c'est pas inintéressant, c'est pas parce qu'une vieille dame l'a dit que c'est vrai. Moi, je ne sais pas du tout si, je ne connaissais pas tous les résistants, je ne sais pas s'ils étaient tous optimistes. Ce que je pense pouvoir dire par contre, c'est qu'ils étaient tous combatifs, qu'ils étaient tous en colère, indignés, qu'ils avaient tous peur, et qu'ils étaient tous courageux. Et ça, et on a besoin aujourd'hui de tout ça. On a besoin pour ce ouais, bien sûr, mais c'est un équilibre. Mais c'est ce que je raconte avec l'histoire de la fièvre, c'est que c'est quoi là l'histoire de la fièvre, voilà, oui. En gros, on reste à 37 degrés, qui est le mode dégradé, mais le mode robuste, et puis de temps en temps, on est à 40 degrés, le mode performant, mais fragile. Mais on a besoin de la fièvre. Le monde de la robustesse, c'est pas, voilà, on a tellement pris de marge de manœuvre qu'il y a plus besoin de rien faire. On est dans une espèce de congélateur, il se passe plus rien. Non, il y a besoin de lutte, il y a besoin de bouger, il y a besoin de courage, tout ça. Mais c'est l'équilibre. C'est qu'en fait, quand on regarde les êtres vivants, en fait, ils ont des moments, en effet, de courage, de colère, mais c'est court. La fièvre, c'est dans une vie, on va passer quelques jours à 40 degrés. Quoi. On est d'accord, c'est un moment. C'est un moment, voilà, c'est un moment. Et donc ça veut dire que ce qu'il faut travailler, c'est les 37 degrés. Les 42, enfin, faut travailler les deux, évidemment. Il faut travailler les 40 degrés, il faut travailler les 37 degrés. Mais vu le temps qu'on passe à 37 degrés, c'est qu'en fait, quand on a bien travaillé son 37 degrés, donc le mode dégradé robuste, quand il y a une crise, on sera très content d'avoir ces canaux de sauvetage supplémentaires. Mais si on n'a pas beaucoup travaillé les 37 degrés, les quelques canaux, il faudrait vraiment qu'il y en ait énormément pour que ça marche. Quoi. Parce que là, le saut est bien trop grand. Quoi. Ah oui, d'accord, mais c'est pour ça que ce sont des choses différentes. Et pour moi, quand on regarde, effectivement, tu parlais de la courbe. Alors pour moi, la résilience n'est pas une courbe, mais il y a des représentations de comment la résilience d'un système se met en branle en cas de choc, et effectivement, ça peut éventuellement avoir une forme de courbe. Et très honnêtement, moi-même, je l'utilise
tout en étant conscient des limites de ce schéma, parce que on nous fait croire que c'est forcément cette trajectoire-là, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Toujours est-il que ce schéma, en tout cas, ou ce schéma avec différentes versions qui coexistent, celle de Tyndall, celle de Folk, enfin, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu une schématisation de celle de Folk. Je pense que c'est juste écrit. Et Howling aussi qui avait fait des choses, mais encore avant. Hein, mais bon, mais c'est plus. En tout cas, ce truc permet de faire ressortir les différentes dimensions. Voilà. Au début, on résiste, entre guillemets, et là, on est dans la robustesse, en tout cas dans cette approche-là. Ensuite, si le choc est trop grand, il n'y a pas une nécessité de basculer. Si le choc est trop grand, la robustesse ne suffit plus. Et il faut à ce moment-là être adaptable, et ensuite flexible éventuellement pour rebondir, et ensuite transformable dans l'idéal. Et c'est vraiment pas nécessairement un retour à la normale, même si c'est souvent utilisé dans ce cas-là, en général, c'est pas ça, c'est transformatif. Bon. Et donc, c'est pas parce que sur le schéma, la robustesse arrive en premier que c'est elle qu'il faut travailler en premier. Moi, mon approche, c'est qu'il y a ces différentes dimensions qui demandent des ressorts, des ressources différentes, et qu'il faut travailler en parallèle et si possible en cohérence, en coordination, sur toutes les dimensions de la résilience. Non, mais je pense que ça clarifie bien les choses. En fait, mais c'est bien qu'on ait eu cette discussion, parce que moi, ce que je vois vraiment, c'est peut-être mon biais de biologiste, c'est que merci, c'est que la robustesse dans le monde vivant, elle est tellement large qu'en fait, la résilience est un produit dérivé de la robustesse finalement. C'est que vu qu'on est déjà très robuste, finalement, la résilience rentre dedans. Là, ce que tu dis dans les systèmes sociaux, c'est que nous, on a été dans une forme de stabilité climatique pendant 10 000 ans. Il y a eu des fluctuations, mais qui n'étaient pas énormes. Donc du coup, on a pensé que notre robustesse, c'était là. Et toi, tu dis, on peut l'élargir? Il faut l'élargir. Eh ben oui, on est vraiment à un moment où il va falloir… Là, c'est là où l'analogie avec le vivant est pertinente, parce qu'en fait, eux, ils ont elles, là, les plantes là, derrière nous, elles ont des millions d'années d'existence. C'est des vrais? C'est des vrais, je crois, ouais. Et donc, elles ont gardé énormément de marge de manœuvre. Mais c'est incroyable, hein. Il va falloir qu'on apprenne ça. D'augmenter ces marges de manœuvre. Et donc, ça veut dire que c'est plutôt dans nos systèmes politiques, économiques qu'il va falloir développer cette robustesse. Ok, mais pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une définition de la robustesse. C'est une proposition d'Olivier Amand qui est d'étendre le champ de la robustesse bien au-delà de ce qui, aujourd'hui, selon moi, est dans la littérature académique sur le sujet, pour venir y englober même la résilience. Selon moi, je ne vois pas les choses comme ça. Voilà. Pour moi, c'est un peu excessif, quoi. Parce que moi, la résilience, c'est vraiment quand on est sur le choc systémique, où là, la robustesse n'est plus valable pour moi. D'accord, mais on va être d'accord sur le fait que tu ne peux pas être résilient si tu n'es pas d'abord robuste. Il faut commencer par la robustesse. Ça veut dire quoi? Il faut commencer. Pour moi, en parallèle, robustesse, adaptabilité, transformabilité. Oui, je comprends, mais un système qui ne serait pas du tout robuste ne serait pas résilient. C'est une condition nécessaire. C'est qu'en fait, si à la moindre petite fluctuation tu casses, ça va… Ah non, mais c'est d'accord. Il faut quand même un certain degré de robustesse pour ensuite pouvoir avoir des trajectoires de survie, quoi. Oui, mais enfin, ok, on peut voir ça différemment. On peut voir ça sous la forme, si on reste sur une approche système socio-écologique, on peut voir ça différemment. Si tu es résilient, tu es nécessairement robuste. On peut le dire comme ça. Si tu es robuste, 9 fois sur 10, tu n'es pas résilient. Ouais. Si tu n'as pas intégré la notion d'adaptabilité et de transformabilité, tu ne l'es pas. Donc un truc qui n'est que robuste, il va durer jusqu'à un certain niveau de choc. Et après, il va casser, ou tomber en panne, ou ceci ou cela. Il va se déliter. Et donc c'est pour ça que moi, la finalité reste plutôt la résilience. Et j'intègre ta robustesse, mais dans une vision peut-être un peu moins étendue que la tienne. Plus sociale, socio-économique, quoi, finalement, de notre robustesse qui finalement est très très faible. Et puis en plus, on la réduit chaque année. Là, tout ce qui craque dans le monde entier, la panne électrique en Espagne, la pénurie de moutarde, il y a plein d'exemples comme ça où on voit que même pour des trucs complètement anecdotiques, même là, on n'est pas robuste, quoi. Donc on voit qu'on a plutôt réduit notre robustesse au cours du temps et on va continuer… Alors là, peut-être on peut aller sur la performance. C'est ça, en fait. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, ça me paraît… ce qui est fou, c'est que quand on est dans le culte de la performance, on réduit la robustesse. Parce qu'en fait, on n'arrête pas d'optimiser, on suroptimise, ça fait des systèmes plus fragiles qui sont de moins en moins robustes. Et le truc, c'est que quand il y a une crise qui arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on va encore plus optimiser. Donc, par exemple, crise financière de 2008, on va optimiser les hôpitaux, et après il y a le Covid, et là on se rend compte qu'on n'a pas assez de billes. C'est ça, exactement. Plus de poison pour résoudre le problème. Exactement. Et donc ça, c'est quand même dramatique. Donc ça veut dire qu'il faut que collectivement, on prenne un chemin différent, qui est plutôt que d'augmenter la performance et de réduire la robustesse, il va falloir augmenter cette robustesse. Mais ça, ok. Voilà, toi, on est d'accord. Et quand on commence à faire ça, en fait, on va se placer dans les conditions où la résilience ne sera plus nécessaire. Parce qu'on sera tellement robuste que du coup, on sera prêt à encaisser des choses. C'est là que tu vas trop loin pour moi. Ouais, je comprends. Non, mais ça a clarifié, je crois. Moi, je fais la distinction entre le champ de la robustesse, qui est important et qu'il faut développer. Et là, je suis à fond avec toi
jusqu'au point où on arrive sur les vrais risques systémiques, où là je dis la robustesse ne peut pas tenir face à un risque systémique, puisqu'il ne s'agit pas d'essayer de maintenir le système malgré des fluctuations ou de le rester stable ou viable. Il faut comprendre que le système n'existe plus. Il va arrêter de fonctionner. Et donc, il faut évoluer vers autre chose. Mais c'est ça qui est... Mais pour un système robuste, par exemple, une plante, on peut considérer que c'est un système, mais on peut considérer que c'est un système pluriel. C'est ça qui fait sa robustesse. Explique. Et par exemple, tu peux faire une bouture avec une plante. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, du coup, tac, tu as une autre vie possible parce que c'est un système extrêmement robuste qui peut régénérer des racines très facilement. Et donc, c'est la diversification, mais même on pourrait appliquer ça à une entreprise. Une entreprise qui aurait plein d'activités différentes. S'il y a un effondrement de son activité de production de biens, si elle fait aussi une école de formation et puis un atelier de réparation, elle va garder une activité économique. Ça, je dirais que c'est de la robustesse, parce qu'elle a toute une diversité de systèmes. Je prône à peu près la même chose. Voilà. C'est ça. Et donc, si tu n'as pas travaillé ça avant, quand je dis toi, c'est pas toi, c'est tu général. En fait, si on attend qu'il y ait une crise pour se dire, en fait, il faut que je remette en marche mon activité qui était mon système, non, ça ne sera jamais possible. On ne va jamais revenir dans le monde d'avant. Oui. Et bon, voilà. En tout cas, j'ai repensé à peut-être une autre manière de dire exactement ce que j'ai dit. Alors, pour le coup, c'est très court. Ouais. Je classe la robustesse dans plus je suis robuste, plus il en faut beaucoup pour que je tombe. Sauf qu'il y a quand même un seuil au-delà duquel je tombe. Ouais. Et ensuite, la résilience, je la mets, si jamais je tombe, comment je me relève. D'accord. Voilà. Et vraiment, tu vois, c'est peut-être que c'est une autre façon de présenter la chose, un peu plus claire pour certaines personnes, parce qu'on a des cerveaux bizarres, toi et moi, et que tout le monde peut-être peut pas suivre. Mais tu sais, il faut que je dise un truc. J'ai rencontré les gens du Stockholm Resilience Center, ils ont à peu près les mêmes débats. Hein. C'est vraiment étonnant. Hein. Il y a des grosses divergences. Hein, bien sûr, exactement. Il y a beaucoup de débats sémantiques. Donc ça veut bien dire qu'on est. En fait, ça dit des choses. Hein. On est dans un moment de turbulence. Et donc les mots colonisent les esprits. Et du coup, il y a moyen en fait, de réagir. Mais c'est riche. Enfin, c'est là, moi, je pense qu'on a ici un désaccord fécond, comme dirait Patrick Vivray. Oui. C'est qu'en fait, c'est un désaccord sur les mots. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière? On explicite notre logique. Mais c'est une logique explicitée. En fait, c'est pas qu'on n'est pas d'accord ou d'accord. C'est juste qu'elle existe. Et le jour où le monde change, on peut se dire, tiens, j'ai une autre logique que je peux utiliser. Quoi. Et donc, ça fait tout un champ de possibles. Quoi. Je pense qu'on a un point commun, mais je pense que pour coexister dans le même monde, toi et moi, sans créer de la confusion, je pense qu'il faudrait rajouter peut-être, je te propose ça, des précautions oratoires, toi comme moi. Moi, je parle de moi et après, moi je parle de la résilience. Mais j'essaie de définir clairement de quoi, vis-à-vis de quoi, les systèmes socio-écologiques, vis-à-vis d'une certaine catégorie de risques. Et allez voir des confs si vous voulez plus de détails, mais globalement, pour moi, il y a 2 catégories de risques. Tout ce dont on parle, et toi tu fais souvent référence aux publications scientifiques, à la littérature scientifique. Oui, alors là, il y a une convergence pour dire qu'il va y avoir des canicules, qu'il va y avoir des canicule ou autre, ou inondation, en tout cas des phénomènes extrêmes, des retraits de la ligne de côte, et puis tout un tas de choses liées à des effondrements du vivant ou à des problèmes de cycle de l'eau, patati patata. Sauf que ça naît en réalité, comment ça va se matérialiser pour les sociétés humaines ou les territoires, ce n'est qu'une série de chocs, peut-être de plus en plus, peut-être chroniques, mais néanmoins, qui sont juste une série de chocs. Chaque crise étant localisée dans l'espace et dans le temps. Un début, une fin. Et si on voit l'avenir uniquement comme ça, des chocs par-ci par-là, chacun étant à un endroit et pendant un moment, chaque choc, on pourra plus ou moins bien le gérer tant que la société fonctionne. Voilà. Et moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de risque événement, mais de risque processus. On est dans des processus qui sont des processus sociétaux. Et quand on va commencer, par exemple, et ça va arriver, mais quand, comment, à quelle vitesse, on verra, quand on va commencer, pas simplement sur un territoire à un moment donné, mais de manière générique, de manière... on va sortir du nerf en fait, et de manière peut-être pas globale, mais en tout cas nationale et même supranationale, peut-être même européenne, en ce qui nous concerne, quand on va arrêter d'avoir du pétrole et du gaz naturel abondant et bon marché, ça va remettre en question fondamentalement nos modèles et notre modèle économique, notre modèle social, la façon dont les sociétés fonctionnent, les chaînes d'approvisionnement, etc. Et notre capacité à produire et à acheminer l'essentiel. Et donc ça, ce sont des chocs d'une certaine nature qui sont beaucoup plus violents que simplement... et ce n'est pas juste une question de violence, c'est que ce n'est pas la même nature de choc. On est sûr, il faut accompagner un changement de système, la fin d'une ère, plutôt que simplement au sein
d'un système qui fluctue, essayer de s'adapter, de réagir. Bon. Donc pour moi, c'est différent. Tant qu'on ne l'a pas conscientisé, non, mais ça, on est d'accord. voilà, on ne peut pas comprendre la pertinence. Mais tu vois, le delta dans ce que tu décris, hein, donc toi tu dis, oh là, on a un système qui est robuste, et puis dans ces métacrises, on pourrait appeler ça comme ça, le delta, il va être très important, et donc là, il faut l'avoir préparé, et d'où la résilience. Bah, c'est là où on va être d'accord, à mon avis, c'est que si on a réduit avant notre robustesse, le delta va augmenter. Et donc l'effort de résilience va être démentiel. Mais jusqu'où? Voilà, et à un moment, même la résilience va finir par craquer. Au contraire, oui, ça limite aussi. Elle limite aussi, voilà. Donc, alors, au contraire, si avant, on a développé notre robustesse sociale, démocratique et économique… Rêvons, mais ok, il faut le faire. Non, mais pour moi, c'est la priorité. Ah, mais moi, je suis d'accord. Parce que ça veut dire que le delta qu'on aura après, il sera multi. La connexion. Voilà, et là, on peut espérer. Et surtout que c'est plus joyeux. Parce que toi, quand tu développes la robustesse, en fait, c'est beaucoup plus joyeux. Parce qu'en fait, tu vas commencer à avoir… En fait, c'est très rassérénant, c'est très sécurisant. Parce que tu es en train de développer un nouveau système social, économique, de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le go-bag dans ton appartement au cas où il y a une catastrophe, c'est dans ta vie de tous les jours, le salaire, le travail, le modèle économique, tout ça qui est au service de la robustesse sociale d'abord. Et ensuite, le jour où il y a une vraie crise, bah oui, là, ok, il y aura un plan de sauvegarde dans la commune qui va nous permettre d'être résilient. Mais c'est cette couche-là qu'il faut… Et du coup, c'est plus de la préparation au sens se préparer au désastre, c'est juste se préparer à vivre dans un milieu fluctuant, de plus en plus fluctuant, donc on augmente notre robustesse. Je pense que le point commun qu'on a, parce qu'en fait, je me suis interrompu moi-même tout à l'heure, et j'ai digressé moi-même dans ma propre pensée, ça n'a pas de sens. Et je te remercie, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que le point commun qu'on a, c'est que moi, sur mon domaine, et je reviens en fait à mon truc, on ne parle pas juste de la résilience, on parle d'une résilience, moi je parle d'une résilience spécifique, et je propose, puisqu'on est sur des nouvelles catégories de risques, une extension de la notion de résilience, que moi j'appelle, parce que je suis systémicien, la résilience systémique. Et c'est un truc, alors c'est presque un copyright Keller. Je ne prétends pas, la résilience systémique, c'est, parce que ça n'existe quasiment pas. Je dis, moi je propose que l'on échange. Machin. Et toi, je pense que tu es dans la même idée de ne pas dire la robustesse c'est, mais de proposer une extension une robustesse systémique, de la robustesse, systémique aussi, parce que tu connais ça. Et donc voilà, on est tous les deux. Et donc il faut juste être attentif à ne pas dire c'est pas, mais à dire il faut aller plus loin, il faut… Voilà. Mais en fait, c'est qu'une question de priorité. Hein. Tu vois, en fait, en général, moi, quand je fais une conférence, je ne parle pas de résilience du tout. Hein. C'est que je dis juste que voilà, on va dans le mur si on continue dans la performance. Les êtres vivants nous disent qu'ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Donc il faut entretenir notre robustesse. Et en fait, tu vois, je m'arrête là, quelque part. Hein. Après, il y a des clés, comment on fait pour développer sa robustesse territoriale. Et après, on peut très bien imaginer les canaux de sauvetage, etc. Mais la priorité, c'est déjà de voir le problème que l'on a actuellement, qui est on a des systèmes socio-économiques qui voient le désastre arriver et qui répondent en optimisant, en augmentant les performances, en réduisant la robustesse. D'accord. Ça, pour moi, c'est le premier message. D'accord. Après, tu vois, qu'on développe des choses, voilà, c'est super. Et en plus, tu en parles très bien dans ton cours aussi, hein, sur tous les systèmes de coopération, tout ça. Il y a plein de choses, c'est très riche. En plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Donc, on peut faire vraiment énormément de choses. Mais voilà, il y a cette articulation à trouver. On est en chemin. Oui, non, c'est une démarche. Quoi. Il y a un point qui est important, je trouve, parce que tu viens de parler de canaux de sauvetage, du coup, ça m'y fait penser. Un point qui me semble important, beaucoup de choses dépendent de la conscientisation du niveau de risque. Il ne s'agit pas, une fois de plus, de faire peur aux gens pour faire peur aux gens, avec des risques farfelus ou des risques. Voilà. Il s'agit d'être clair sur les dynamiques, quand bien même, à ce stade, et c'est là où même le corpus académique scientifique sur le sujet ne va pas si loin. Il reste sur oui, ça se dégrade. C'est conservateur. C'est conservateur. Et c'est une série de risques. Et la nature risque systémique, il y a quelques publications. D'ailleurs, beaucoup de ces publications sont des systémiciens qui ont produit ça. Et la systémique, c'est un champ scientifique, mais qui a été reconnu avec un prix Nobel en 2022 très récemment, et qui n'est pas encore bien ancré. Donc, on est en retard là-dessus. Bon, passons. Si tu dis, ouais, mais il ne faut pas trop faire peur, parce que sinon, c'est une question de conscience du risque. Souvent, on me dit, une fois de plus, je ne fais pas que peur. Mais oui, j'utilise ce levier. Quand on me dit, c'est régulier, ça, ce n'est pas les gens qui viennent voir mes confs, il y en a très peu. C'est les détracteurs que j'ai en ligne qui n'ont, pour certains, même pas jamais vu une de mes confs. Mais passons. Ils ont dit, Arthur Keller, il fait peur, donc c'est pas bien. C'est contre-productif. Et donc, quand on me dit, oui, mais tu fais peur, donc tu nuis à la transition. Oui, non, juste pour terminer sur la métaphore, tu parles des canaux de sauvetage, la métaphore du paquebot,
Ça, c'est comme dire, ah ben non, si tu mets des canaux, si tu travailles sur le fait d'équiper le paquebot de canaux de sauvetage, tu nuis à la croisière, personne va vouloir monter, parce que tout le monde va dire, oh, il y a des canaux, ça peut couler, ah ben j'y vais pas. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'il y a un truc bien spécifique sur la croisière. Tout le monde sait que ça peut couler. Et à partir du moment où les gens le savent, ça rassure d'avoir des canaux de sauvetage. Ça ne fait pas peur. C'est ce qui permet la croisière. Ouais. Et là, on a juste un problème de conscientisation du fait que ça va basculer. Ouais. Tant qu'on ne l'a pas compris, c'est trop, mais quand on l'a compris, ça rassurera d'avoir fait de la résilience. Mais je prends une autre analogie. Alors, moi, j'ai forcé le trait dans le sens, c'est pas pour sur la vision, c'est sur notre vision du monde. Alors, je prends l'exemple de l'avion. C'est un peu comme si on était dans un avion, voilà, et donc on sait qu'on ne va pas atterrir. On va probablement amérir dans les vagues, dans une tempête. Donc ça veut dire que notre avion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et on est dans l'avion, là, et c'est à peu près ça notre trajectoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on voit actuellement, c'est des ultra riches qui vont tous être upgradés en business class. Et puis on va promettre aux autres qu'ils auront un déjeuner gratuit, quoi, au lieu de s'occuper du fuselage, quoi. Alors que c'est ça le sujet. Et donc c'est la robustesse du fuselage d'abord. Enfin, il faut d'abord prendre soin de ce collectif et de faire qu'en fait on va amérir, donc ça va tanguer très fort, mais il faut être sûr que cet avion puisse se transformer en bateau. Et donc là, alors c'est là où il va y avoir une articulation entre robustesse et résilience socio-écologique, mais il y a une vraie question. Et le problème actuellement, c'est que on est dans un moment incroyable où tous les rapports scientifiques nous disent ça, voilà, que ça va tanguer de plus en plus fort. Et c'est l'option business class. C'est le moins de le dire. C'est l'option business class qui est médiatique partout. Oui, et puis option techno-solutionniste, on va mettre des réacteurs plus puissants. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais les gars, le réservoir d'essence, il va… Aller sur Mars, tout ça, c'est exactement ça. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. J'aime bien cette image de l'avion. Juste sur la performance, parce que c'est quand même aussi un point important. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je veux juste dire, il y a un truc sur lequel j'apporterai une nuance, une nuanciation. Ouais. Parce qu'il y a un… dis-moi si je me trompe, mais tu expliques que donc tu es contre, on va dire, la performance et l'excès de performance. L'excès de performance. Ouais. Moi personnellement, je pense que de la même manière que dans un système où l'entropie se dégrade, enfin l'entropie augmente dans un système, il peut y avoir des îlots de négantropie, c'est-à-dire de constructions qui vont contre l'entropie, mais au global, le système. De la même manière, je pense que je suis d'accord avec toi, il faut lutter contre cet état d'esprit, mais à certains endroits, on va avoir besoin d'une forme de performance, de rationalisation. Comme la fièvre. Oui, voilà. Maintenant qu'on a dit ça, tu dis, donc sauf erreur de ma part, performance égale efficacité, atteindre un objectif, plus efficience, avec le moins de moyens possible. Pourquoi pas? Je n'ai pas recherché précisément. C'est le contrôleur de gestion, okay. C'est la définition, on va dire, entreprise, quoi. Manager. Okay. Quoi. Bon, moi ça me va. Sauf que donc tu dis qu'on a un système qui a optimisé tout et pour fonctionner avec le moins de moyens possible. Là, je ne suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi. La nuance, mais je suis d'accord avec la critique globale, hein, mais c'est juste un truc. Pour moi, au contraire, nous sommes dans des structures dissipatives qui maximisent les flux d'énergie et de matière. Donc on n'a pas optimisé le système pour qu'il fonctionne avec le moins de moyens possible. C'est une gabegie énergétique. Bien sûr, c'est contre-productif. Ouais. Mais c'est la volonté. C'est qu'en fait, on fait des avions qui vont consommer moins de kérosène, mais effet rebond, en fait, la population d'avions va consommer. Oui, mais je ne parle pas de ça. Ah, ok. Non, parce que l'effet rebond, ok, je suis d'accord, et j'entends ce que tu dis. Non, je ne parle pas de ça. Il y a bien une optimisation et une recherche de performance économique ou financière. Pour moi, le problème, ce n'est pas la performance en tant que telle, même si je ne suis pas fan. Hein. Le cœur nucléaire, il est financier, oui. Voilà, c'est au service de quelle hiérarchie de valeurs et priorités est-elle mise? Et là, en l'occurrence, l'agriculture. L'agriculture, c'est un cas que tu connais bien et c'est un cas intéressant. Elle n'a pas été optimisée du point de vue énergétique. On en dépense, c'est une gabegie terrible. Ni du point de vue matériel, ni du point de vue de ceci ou ça. On l'a optimisée déjà par paysan. Donc pour libérer… Mais pourquoi? Parce que ce qui coûtait le plus cher, c'était les paysans. C'est la main-d'œuvre. Voilà. C'est la main-d'œuvre. Donc on a moins de main-d'œuvre. Ok, un effet de bord, mais ce n'était pas ça le but. C'est qu'on a libéré plein de gens pour faire. Mais surtout, c'est beaucoup plus. Le rendement économique est bien meilleur. Mais c'était ça le problème. Mais je suis d'accord avec ça. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a fait une promesse de la performance nécessairement positive. Et donc, par exemple, un paysan, un agriculteur qui va augmenter la taille de sa parcelle, on va lui dire tu vas gagner encore plus, alors qu'en fait il va travailler 70 heures par semaine, beaucoup plus qu'avant, pour gagner quelques centimes de plus. Oui. Et ça c'est le mirage de la performance, c'est un mirage financier, et en effet on peut même dire qu'il y a un delta plus, hein, donc il va bien gagner un peu plus d'argent, mais il va détruire sa vie. Et bon, cela dit, il en envoie de moins en moins, des paysans qui commencent à… Ils sont pas idiots, hein. Il y en a qui comprennent que… bien sûr, non, mais il y en a plein. Enfin, c'est devenu… il n'y a plus que ceux qui ont déjà 3 tracteurs, qui ont des…
des centaines, des milliers d'hectares qui peuvent encore faire ça, quoi. Mais les petits, ils font plus ça. Hein. C'est juste pas possible en fait. Ils sont déjà au bout du rouleau. Donc c'est juste. Oui, c'est-à-dire en fait, tu es là. Ouais, donc tu as l'option, celle qui est massivement plébiscitée, qui est allez, on remet encore, on surmise et on fait, voilà, on se surendette pour être plus. Ouais, donc ce qui est bien, c'est on est dans un moment quand même assez, je ne vais peut-être pas dire joyeux, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas un moment de réalisation exceptionnel où le système, là, il arrive au bout. C'est vraiment du Illich dans le texte, hein, la performance contre-productive. Le seuil de on est contre-productivité. à fond, mais on l'a passé mais à peu près dans tous les secteurs. Et donc c'est enfin, je trouve qu'il y a une sorte de réveil, enfin, on le voit dans plein de secteurs où ça commence, les épidémies de burn-out, hein, tout bêtement, la Gen Z, il y a plein de choses qui nous disent quand même que là, on arrive au bout d'un modèle. Ok. Enfin. Alors là aussi, on va parce que je pense que c'est peut-être le dernier, la dernière micro-divergence. Parce qu'il y a eu la grosse divergence sur Thierry Ribaud et. Ouais, je comprends, mais là, je pense qu'on a explicité en tout cas, j'espère. Là, on est sur des différents. On va pouvoir rester copains, il n'y a pas de souci. mais je suis moins optimiste que toi. Ok. Et j'ai pas dit qu'il fallait pas une note et une dimension d'optimisme, mais de l'optimisme, je dirais, un peu raisonné, un peu. Bon, bref, passons. Toi, tu dis, et rate-moi si je me trompe, tu dis que globalement, ce système est moribond et que là, on est dans l'accélération finale avant la chute. Ouais. Et qu'on est dans. Voilà. Je suis d'accord. Sur cette partie-là, je suis parfaitement d'accord. Par contre, est-ce que ce système, du coup, va disparaître de lui-même? Je pense qu'il va dans la dernière limite, dans la dernière ligne droite, il va résister autant qu'il peut d'une part, et il va faire beaucoup de mal. C'est-à-dire, je pense que les dégradations... Il en fait déjà. Oui, bien évidemment, mais je pense que ce sera encore exponentiel pendant combien? En 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne vais pas savoir. Mais pas jusqu'en 2100, hein. Ça va se casser la gueule avant. Ça c'est sûr, voilà. Et potentiellement pas jusqu'en 2050. Mais on verra. Parce que déjà, on peut être surpris par la résilience inattendue d'un système, comme on peut aussi être surpris par la rapidité de propagation d'un choc qui, finalement, fait tomber plus vite. En fait, on ne peut pas dire c'est plus ou moins résilient, ça dépend, ou robuste, ça dépend. Alors, juste le truc, c'est que, OK, de ce côté-là, le côté système existant, on est à la limite du système, ça commence déjà à se craqueler de partout, ça va exploser en vol. Et toi, tu dis quand même, et là, c'est là qu'on diverge un peu, mais le nouveau monde est en train de devenir. Alors, qu'il y ait des émergences, oui. Que ces émergences soient significatives et qu'elles soient et que demain il y ait une chance qu'elles émergent et qu'elles fassent plan B ou qu'elles fassent société, ça j'y crois pas 3 secondes. Okay. Je pense que ces émergences sont tellement localisées et tellement encore minoritaires sur le plan statistique que parce que même elles sont là, elles n'existaient pas. Donc oui, c'est nouveau, mais ça clive. Pour moi, ça clive la société. C'est-à-dire, il y a une petite marge de la société qui va dans le bon sens et le reste qui s'accroche à mort au système jusqu'au bout, avec même des retours en arrière, des mâles blancs ou pas d'ailleurs, sur l'anti-MeToo. Voilà, oui, les masculinistes et tout ça. C'est un autre sujet à la rigueur, mais c'est un peu lié quand même. Non, mais ça révèle les choses. Voilà, parce que c'est un système de valeurs que tu décris, que tu dénonces, et moi aussi quand j'en ai l'occasion. Mais en tout cas, voilà. Mais ceci, pour moi, il faut être très actif, très proactif. C'est-à-dire que si tu laisses émerger, oui, il y a plein de choses bien ou moins bien, mais en tout cas des alternatives intéressantes. Et si tu n'y fais rien, ça ne fera pas système. Ce qui risque de se produire, selon moi, c'est que lorsque le système va casser, le système A, eh ben, il va y avoir un moment de choc, de chaos, plus ou moins difficile, et que ça va tenter de se réorganiser. Ce ne sera peut-être pas facile et pas partout, mais en tout cas, il va y avoir des tentatives d'émergence justement de plan B. Et de gens qui aujourd'hui se présentent comme des anti-systèmes, qui vont dire « Ah, vous l'avez bien dit », sauf que en fait, leurs propositions, elles sont pires. Viables, oui. Mais ils vont pouvoir être opportunistes en disant « Ah, on vous l'a bien dit, allez-y, donnez-nous le pouvoir, on assurera votre sécurité ». Par contre, au niveau de la liberté, il faudra faire quelques petites concessions. Voilà, et au final, c'est la dystopie qui s'installe plus ou moins. Bon. Et on ne pourra pas lutter contre ça parce que ce sont les plus organisés, ils sont déjà en réseau. Donc, il faut, pour que ces émergences fonctionnent, il ne faut pas juste dire c'est bon, ça va arriver. Il faut les mettre en réseau. Il faut créer une dynamique. Ah oui, ça, on est d'accord. Alors, d'où les communautés de ça. Mais je sais qu'on converge, mais bizarrement. Oui, bien sûr. Mais alors, en fait, pour moi, c'est une période transitoire. C'est la victoire des ultra-performants, hein, on peut le dire comme ça. En fait, on est dedans. Hein. Là, on est actuellement, on est au retour des empires, centralisation, etc. Donc, on est à fond là-dedans. Mais ça ne peut pas durer. Parce que c'est pas viable. Donc, ça va forcément tomber
tomber. Voilà, l'IA, ça c'est l'hypnose planétaire, là, ça va tomber. Donc enfin, ça va tomber, ça va rester, mais ça sera certainement pas l'hypnose. Peut-être dans 10 ans, on trouvera ça, mais qu'est-ce qui s'était passé en 2025 ouais, peut-être. Donc voilà. Mais par contre, c'est plus l'énergie, où est-ce qu'on la met, quoi, hein. Enfin, c'est là où on va se rejoindre. C'est quand on commence à faire des coopérations territoriales et quand on commence à travailler les façons de rendre les inventions, de les socialiser les inventions pour que ça se propage dans les territoires, que ça fasse vraiment tache d'huile, quoi. C'est là en fait où on fait de la robustesse territoriale très forte. Parce que là en fait on est en train de créer des collectifs qui vont être capables de partager des informations, de coopérer, d'apprendre à coopérer, parce que depuis les décennies de compétition, de compétitivité, on a perdu certaines compétences, quoi, pour vraiment coopérer. Donc ça va vraiment être un point clé, mais c'est là où je suis quand même très optimiste, je reste indécrotablement optimiste, c'est que on est dans un moment difficile, hein, très clairement. Enfin, quand je dis on, il y a des zones vraiment où c'est terrible, enfin, je veux dire la Syrie, voilà, il y a plein d'endroits où c'est très compliqué, quand on vraiment subit l'effondrement. Mais ce qui vient après, c'est là où il peut vraiment du désir. C'est-à-dire que c'est comme la biodiversité finalement. Le jour où on lui laisse un peu d'espace, elle revient. Enfin, c'est les chevreuils qui rentraient en ville pendant le Covid. Et donc en fait, il faut créer cet espace de dissonance là où on commence à... où ça revient, quoi. Je suis d'accord et pas d'accord. C'est toujours pareil, c'est dans des subtilités. Ouais. C'est-à-dire, oui, après un passage, ça peut, mais c'est pas comme des plantes ou c'est pas comme un écosystème qui est lié uniquement aux lois de la nature, lois de la physique, lois de l'écologie. Là, on a des intentionnalités qui sont bizarres. Et dans le système humain, on va avoir des conflictualités, on va avoir des gens qui voudront s'imposer comme une espèce de barons locaux ou de chefs de guerre ou je sais pas quoi. Ça va devenir un peu n'importe quoi si l'État commence à vaciller. Voilà. Et donc, on est d'ailleurs dans ce moment où le système en place nous emmène droit dans le mur. Sauf que tu ne peux pas aujourd'hui te contenter de dire ça, parce que si tu dis ça, il y a tous les anti-systèmes qui disent et donc. Et voilà, moi j'ai la solution. Et sauf que ces anti-systèmes-là, notamment parce qu'ils tournent le dos à la science, ça va être encore pire. Donc, c'est pas parce que c'est une alternative que c'est mieux. Non, bien sûr. Ah bah ça, oui, on est d'accord. Voilà. Donc, sur les systèmes socio-écologiques, je pense qu'il faut quand même travailler et il faut être préparé à affronter certaines montées dystopiques et à proposer quelque chose. Mais proposer quelque chose, comment tu fais dans le chaos ? Comment tu fais pour être audible à ce moment-là, pour que finalement le point de bascule, tu puisses en faire une opportunité de changement paradigmatique. Comment tu fais ? Eh bien, ça se prépare. Ça ne va pas s'improviser. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est là où il y a la préparation. Mais alors, j'aime bien, il y a plein de mots qu'on utilise et qui ont été définis dans un monde stable, abondant en ressources. Et il y a un de ces mots, c'est le mot innovation. Innovation, on pense que pour faire de l'innovation, il faut avoir plus de concurrents. Plus il y a de concurrents, plus il y a d'innovation. Ça, c'est la théorie de Harvey Labenstein, théorie de l'efficience X. Plus il y a de concurrents, plus il y a d'innovation. Et on est resté dans les écoles de commerce, écoles de management, c'est ça qu'on apprend finalement. La concurrence, c'est génial parce que ça stimule l'innovation. Alors qu'en fait, très souvent, ça stimule des innovations extrêmement étroites qui sont canalisées par les concurrents. Donc finalement, c'est de l'innovation assez à des pâquerettes. Donc dans le monde fluctuant, instable, en pénurie chronique de ressources, on n'est plus du tout là-dedans. Le stimulant de l'innovation, ce ne sont plus les concurrents, c'est le monde fluctuant. Et le monde fluctuant va mettre tout le monde d'accord. Et en fait, alors tout le monde, il y aura les jeux de pouvoir, etc. Toujours pareil, mais c'est pas viable. Donc en fait, quand on est dans un moment de fluctuation, en fait, ça va plutôt nous stimuler à coopérer. Mais je suis d'accord avec toi, il faut le faire de façon proactive avant que ça arrive. Les écoles de coopération, c'est vraiment la chose à faire. Mais avant de mettre des panneaux solaires sur les toits, c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est ce que je dis, on a échangé hier aussi là-dessus, sur Sandy, l'exemple, une méga inondation à New York. Et ce qui a fait que ça n'a pas fait trop de morts, c'est qu'avant, il y avait eu une communauté sur Occupy Wall Street qui était déjà formée. Donc il y avait ce réseau d'interaction qui a permis de faire face à cette grande fluctuation, cette grande crise, quoi. Et c'est ça qu'il faut créer, c'est les communautés. Et en plus, ce qu'il y a de génial, c'est que créer des communautés, c'est quand même très joyeux. Enfin, en général. Il peut y avoir quelques trolls. Oui, bien sûr. Mais grosso modo, quand on se projette et qu'on est ensemble, c'est quand même nettement plus joyeux. Et donc c'est là, moi c'est là où je vois des convergences très fortes. Parce que toi, tu as vraiment beaucoup travaillé les coopérations territoriales, tu as plein d'exemples super intéressants. Et ça nourrit. De conseiller ou des territoires là-dessus. Voilà, exactement. Et c'est, à mon avis, c'est presque ça la priorité. Alors, on peut mettre plein de raisons pour faire ça, mais en effet, le monde de la permacrise, de la polycrise qui vient, va nous amener à développer ça. Et donc là-dessus, on est complètement alignés. Je pense que dans nos intentions et dans nos grandes orientations, il y a quand même beaucoup de convergence. Est-ce que tu as vu ou entendu parler c'était il y a une semaine à peu près, il y a eu une audition, je ne sais pas si c'est le mot, c'est hearing en anglais, une audition devant le Congrès américain,
sur l'intelligence artificielle. Et il y a eu... alors, va voir ça. Alors, la vidéo dure 4 heures, hein, mais regarde juste, c'est proche du début, les 5 minutes d'intervention de Eric Schmidt, qui est l'ancien PDG, je crois, de Google, me semble-t-il, si je ne me dis pas de bêtises. C'est incroyable. En gros, Eric Schmidt raconte, nous sommes en train de risquer de nous faire dépasser par la Chine dans la course, les États-Unis, hein, il parle des États-Unis, dans la course à l'intelligence artificielle, avec derrière des enjeux absolument majeurs de sécurité nationale, de compétitivité, de ceci, de cela. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette course. Il faut donc investir massivement sur l'intelligence artificielle. Or, ça demande énormément d'énergie. On est en train de construire, il explique, à une échelle industrielle qu'il n'avait jamais vue avant dans sa vie, il dit, des data centers. Il y a un data center qui est en train d'être construit qui, à lui tout seul, a une puissance de 10 gigawatts, c'est-à-dire 10 réacteurs nucléaires, juste pour un énorme data center. Ça, et il dit, et on va en avoir besoin de je ne sais plus combien de dizaines de gigawatts supplémentaires dans les 3 à 5 ans. Et donc, c'est pour ça que c'est la fin. Tu vois le truc, c'est dingue. Et il dit aux congressmen, là, aux parlementaires, il leur dit, et ce qu'on attend de vous, ce dont on a besoin de vous, c'est que vous nous donniez de l'énergie, beaucoup d'énergie, quelle qu'elle soit, renouvelable ou pas. Parce que c'est un enjeu de sécurité nationale et absolument stratégique. Donc, bref, c'est foutu. C'est la course débile à un truc ingagnable qui va accélérer la chute. En plus, si on le suit au détriment du climat, tout ça pour essayer de gagner un combat à très court terme en se tirant une balle dans le pied pour tout ce qui vient derrière. Mais c'est pour ça que donc ça c'est oser désobéir quoi, oser désobéir. Ça vraiment, en effet, mais ça on est bien d'accord. Hein, mais on pourrait dire la même chose sur la Russie et l'Ukraine. C'est qu'en fait, d'un seul coup, on n'en a jamais trouvé des millions, des milliards pour la crise climatique, la crise socio-écologique. Là, il y a une guerre avec la Russie. D'un seul coup, on trouve des budgets énormes, alors qu'il y a peut-être d'autres moyens. C'est compliqué hein, comme sujet, mais quand même, on se fait piéger là quand même. Hein. Là aussi, quand on dit qu'on va les entreprises qui faisaient des voitures là, qui sont un peu en crise, on va les reconvertir en fabrique de tanks. Et il faut sabrer le champagne. C'est complètement fou quand même. Quand la guerre devient une opportunité économique, ça c'est alors là c'est vraiment une injonction au désastre. C'est un peu le cas. Ça c'est quand même. Là on est dans du délire total. Donc on peut quand même. Alors c'est pour ça pour dire que je suis pas optimiste au point de ne pas voir ça. Ça je le vois bien. Mais on voit bien que tu vois quand les chiffres que tu dis là, en fait c'est en 5 ans que c'est terminé. Parce que c'est pas possible qu'on puisse. Mais même quand on prend les ultra-riches, les ultra-riches américains qui ont gagné en moyenne, hein, les 4-5 plus grands, là, ils ont gagné 50 milliards en quelques mois, entre le moment où Trump a été élu et le moment où il a pris son poste. Ça ne peut pas durer comme ça, à ce rythme-là, pendant encore 1 ou 2 ans. Ils savent que c'est juste pas physiquement possible. Même la planche à billets prendrait feu. Je ne sais pas s'ils ont encore vraiment... Je pense qu'il y en a beaucoup, même dans les décideurs, qui n'ont juste totalement pas conscience de ça. Parce qu'on pourrait se dire, ils ont compris, ils savent, mais c'est délibérément ou intentionnellement qu'ils nous amènent là. Je crois juste qu'ils sont dans un paradigme de pensée. Je crois juste qu'ils sont dans un tunnel, qu'ils sont techno-solutionnistes à mort. C'est une dérive sectaire. Hein. Alors tout à fait, ça revient à ça. Et aujourd'hui, quand même, quand on entend qu'il faut croître, ça, c'est même dans les objectifs du développement durable. Hein. Oui, très problématique. C'est au cœur du développement durable. Hein. Le 8. Objectif numéro 8, travail décent et croissance économique. La croissance économique est présentée comme une condition pour pouvoir faire de la valeur ajoutée économique et donc avoir plus d'argent pour, soi-disant, pour financer la transition. On dit, ouais, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, on n'en a jamais eu plus. Bien sûr, oui. Mais il est où? Oui, c'est ça. La question, c'est aller le chercher et avoir le courage de dire stop à certains privilèges excessifs. Il y a des gens qui ont des centaines de milliards. Ça suffit, ça va, on les a, l'argent. On a tout l'argent qu'il faut. Toujours pareil, c'est créer l'espace de viabilité. Comment on fait avec les ressources existantes, comment on crée cet espace. Mais là, c'est une vraie révolution culturelle d'abord. Il va falloir dérailler de ce culte de la performance. Créer cet espace où socialement, en fait, on a un filet de sécurité qui est beaucoup plus grand qu'avant. Oui. Et là, en fait, on a plein de solutions sur la table. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on les a. Oui, on a un open bar avec un menu énorme. Oui, ça c'est vrai. Donc ça, c'est quand même, pour le coup, très encourageant. Mais encore faut-il le faire. Et pour le faire, il faut d'abord comprendre et ressentir qu'il faut le faire. Et là, c'est là où un mec comme toi ou un mec comme moi, essayons de faire ce travail. En tout cas, on plante nos graines. Après, mais il faut qu'il y ait des gens qui arrosent derrière. Exactement. On crée des moments. Après, il faut que ce soit exploité par d'autres. Pour conclure, peut-être ce qu'on pourrait imaginer, c'est
enfin, avoir quelques idées claires sur des choses qu'on peut faire dans son territoire, collectivement, voilà, enfin, peut-être faire des appels. Moi, il me semble qu'il y a déjà détecté dans notre environnement, dans les médias, dans ce qu'on entend les uns les autres, cette injonction à la performance, peut-être la questionner, se dire est-ce que là, je ne suis pas en train d'optimiser au point où je fragilise mon système, je suis en train de dérailler finalement, j'ai l'impression de faire la bonne chose, mais finalement je me fais avoir par le culte de la performance, je rejoins la dérive sectaire des ultra-riches sans en bénéficier du tout, au contraire, ça me fragilise encore plus. Même toi, tu as dit que dans ton propre métier, tu avais ressenti ça. Ah bien sûr, ah bah oui, mais dans le monde universitaire, on est à fond dans la performance. Il y a les chercheurs, on doit publier dans des journaux facteurs d'impact, etc., les bandes de financement, donc on peut en dérailler de ça. Hein. Dans notre laboratoire, nous on mutualise tous les financements par exemple. Ça c'est une façon proactive de faire de la robustesse au sein de l'organisation pour ne pas avoir à tomber dans le piège performant finalement. C'est une petite bulle de résistance. C'est une petite bulle de résistance, exactement, mais qui est très joyeuse du coup, parce que quand on mutualise, on interagit beaucoup plus avec les autres. Et donc ça, c'est à la fois un guide de lecture, se dire attention là, est-ce que l'optimisation, il y a un truc tout simple, encore un mot à inverser, c'est l'aide à la décision. L'aide à la décision, très souvent, avec des IA d'ailleurs, très souvent, l'aide à la décision, c'est de l'aide à l'optimisation, très souvent. Et ben, dans un monde qui devient très fluctuant, il faut faire le contraire de ce que demande l'aide à la décision, il faut désoptimiser. Et donc là, encore en général, hein, donc du coup, voilà. Donc ça c'est une première chose, et puis peut-être le deuxième appel que je pourrais poser, c'est que je dis souvent, faites des communautés apprenantes. Les experts sont là, peuvent, comme nous, là, on peut poser des graines, mais vraiment, c'est des concepts à travailler. Le genre de débat qu'on a là, on peut l'avoir, enfin vous pouvez l'avoir dans les territoires, à 10, 20, c'est quoi les valeurs, et surtout comment on opérationnalise tout ça. Quelles sont la multitude de recettes qu'on peut trouver chez les uns, chez les autres, il y en a vraiment plein. Comment on le construit dans son territoire. Et ça va, à chaque fois, ça va être différent, ça va être situé, ça va être localisé, ça va dépendre de contraintes locales. Donc, ce n'est pas nous qui allons arriver en disant bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est vous qui allez chercher votre. Et ça, c'est joyeux. C'est des moments d'interaction où on construit l'avenir, c'est sécurisant. Et en fait, on commence à ouvrir des chemins viables. Et ça, tout le monde, on peut vraiment embarquer beaucoup de monde avec ça. Oui, bah, d'accord avec toi. Bon, merci. Quand tu dis c'est joyeux, je suis d'accord, mais je n'oppose pas ça, par exemple, à la présence d'une peur ou d'une appréhension de l'avenir, etc. Moi, c'est tout à fait conciliable, et même souvent, c'est le cas. En fait, moi, ce que je vois, c'est que dans les gens qui bougent, je ne parle pas du type qui fait son compost, tout ça, simplement, juste ça, ou qui trie mieux ses déchets. Je parle de gens vraiment qui s'engagent dans des alternatives, avec des changements de modèles proposés, etc., qui sont dans le changement. Moi, le point commun que je vois dans tous ces gens, le seul point commun, à part l'action, parce qu'ils sont dans l'action aussi, c'est la peur. Mais la peur toute seule, une fois de plus, c'est catastrophique. La peur, elle peut te rendre fou. La peur, elle peut déclencher des dénis, des rejets, des replis. Donc, mais ils ont tous ça en commun. Donc, je ne peux pas dire que tout le monde qui aura peur fera ce qu'il faut, mais tous ceux qui ont fait ce qu'il faut, je pense, ont une chose en commun, la peur. À partir du moment où ensuite tu travailles ensemble, parce que si tu es tout seul, tu deviens un peu fou, quoi. Mais tu travailles ensemble, et tu commences à construire quelque chose, la peur reste, mais elle passe au second plan, et l'envie, l'espoir et des choses joyeuses peuvent émerger. Et le nombre de gens que je connais, toi aussi, j'en doute pas, qui sont pour la pêche, quoi. Voilà, qui te disent j'ai abandonné ma vieille vie d'horrible capitaliste, adepte de la performance. J'ai divisé par 4 mes revenus. Maintenant, j'ai machin. Et il y a eu des moments difficiles, mais maintenant, je suis tellement plus heureux, tellement plus aligné en face. J'en rencontre ça tout le temps. Voilà. Et c'est peut-être même, et c'est ça qui est dingue, une des clés du bonheur. Absolument. Même s'il y a de la peur, une des clés du bonheur. Même s'il y a des moments pas faciles. Voilà. Donc juste pour clôturer, je voudrais qu'on travaille ensemble. Et quand je dis qu'on travaille ensemble, on peut avoir des projets ensemble. On peut envisager, on verra, des collaborations. Mais ce que je veux dire, c'est plus globalement. Je ne voudrais pas, surtout éviter qu'il y ait un côté résilience contre robustesse, ou qu'il y ait un côté amont contre Keller, ou contre je ne sais pas qui d'autre. Voilà, ça, voilà. Et je veux juste te demander de faire attention. C'est ma seule demande, en fait. Sur le reste, tu feras bien ce que tu voudras. Mais ma seule demande, c'est tu critiques autant que tu veux la résilience dans les usages qui en sont faits. Mais tel que tu l'as dit dans Thinkerview, à savoir la résilience appliquée au système socio-écologique, c'est une arnaque et c'est toxique,
Tu te réécouteras hein, si besoin. Ça, c'est un peu violent. Et, je comprends. Non, mais donc, oui, je comprends. Oui, ça demande en fait, de bien clarifier les choses. Quoi. Mais cela dit, c'est vrai que. Je ne sais pas qui regardera, mais là, j'espère qu'on l'a bien fait. En tout cas, ça permet d'expliciter les choses. Mais je te rejoins sur la peur, hein, à ne pas exclure. En fait, c'est peur et audace. Quoi. La peur peut générer l'audace. Et en fait, c'est là où ça devient très engageant. Quoi, finalement. Mais en fait, la peur, c'est l'électrochoc. C'est ce qui déclenche la réaction. Mais en tant que telle, la réaction, elle donne rien. Après, une fois de plus, il faut dans quelle direction, comment tu l'utilises, individuellement, collectivement, etc. Donc, elle est utile pour déclencher, mais en tant que telle, elle ne suffit pas. Voire, elle est très contre-productive. Mais ok. Et donc moi, si j'avais un message comme toi ou un appel à faire passer, alors je tâtonne un petit peu, mais je pense que je dirais avant tout qu'il y a déjà plein, comme tu le dis, d'alternatives. Plein de gens qui bossent, qui ont des super idées, qui créent du lien, qui créent du sens, qui créent du bonheur, même sans doute, pour beaucoup de gens. Ouais. Il reste aujourd'hui encore minoritaire dans ce système tant qu'il existe encore. Mais ça ne veut pas dire, et je pense que de toute façon, ce sera toujours une minorité. Enfin, il y a une marge de progression de cette minorité d'une part, mais surtout une marge de coordination. Voilà, il faut se coordonner, il faut faire des réseaux, ça on l'a déjà dit. Et ça n'existe pas beaucoup. Sauf à un niveau très local. Il y a plein de gens qui font, mais on ne sait pas forcément qu'ils existent. Il y a beaucoup de gens qui se replient, qui font leur petit truc de leur côté. Donc il n'y a pas de réseau véritablement, il n'y a pas de communication. En fait, on ne prend pas conscience du fait qu'il y a une dynamique. Et elle n'est pas entièrement cohérente, cette dynamique. Il y a beaucoup, comme tu le dis, hein, beaucoup de zones de... C'est fertile. Ouais, c'est fertile, c'est sous-optimal à plein d'endroits, mais et là-dedans, il y a peut-être des choses qui ne marcheront pas, certainement même, il y a des choses qui vont marcher, voilà. Ouais. Et au moment voulu, quoi, au moment où il y en aura besoin. Mais il faut connecter. Ouais. Il faut connecter. Donc il faut aujourd'hui, tu parles de communauté apprenante, moi je parle de créer un réseau d'abord intra, mais aussi interterritorial, entre des acteurs différents. Et pour clôturer, je dirais, voilà, le monde n'a pas besoin, aujourd'hui, simplement de 1001 nouveaux projets ou initiatives à droite, à gauche, qui ne se font pas connaître, qui ne se mettent pas en récit de façon inspirante, qui ne se connectent pas. Ça ne marchera ni pour les gens qui font ça, qui sont isolés, c'est-à-dire, dans le meilleur des cas, un îlot de résilience dans un monde non résilient, balayé comme un fétu de paille le jour J, le jour où ça va basculer. Mais par contre, effectivement, même si on n'est qu'une minorité, cette minorité bien coordonnée ou bien reliée, on va dire, même si on n'est pas tous d'accord sur tout, va tout changer. Ça va être le filet, le maillage, le filet de sécurité pour la société. Et c'est même plus que ça, c'est qu'une fois que tu as un filet un grand réseau comme ça en interaction, en fait, ça entoure le décideur central, l'État, la grande entreprise, qui devient ringarde dans ce monde-là. Un peu, oui. Donc il y a un double effet, c'est que non seulement on prépare une société beaucoup plus apaisée finalement, parce qu'elle a des filets de sécurité dans tous les sens, et c'est sa vie finalement, c'est même pas en cas de crise, on est vraiment en vie comme ça, bien plus heureux. Et en plus, on ringardise l'ancien système. Donc ça, c'est quand même, c'est joyeux, c'est même satirique, quoi. En fait, on commence à même ça fait avancer, quoi. Ouais, parfaitement d'accord. Bon, allez, juste une phrase ou deux, mais j'ai fini aussi. Non, ça j'aime bien, et j'aime bien ton approche de ringardisation. Pour moi, là encore, c'est sur les deux tableaux qu'il faut jouer. D'un côté, ringardiser le système, pas d'ailleurs que le ringardiser. Ringardiser, c'est une des dimensions de l'affaire. Il faut le ringardiser, il faut aussi le critiquer, il faut l'inciter à changer. Il faut peut-être l'attaquer à certains endroits et mettre en forme des formes de résistance. Des petits moments. Voilà. Tout ça, donc ça c'est contre, quelque part, c'est contre un système. Et puis de l'autre côté, pour une alternative, mais une fois de plus, une alternative connectée. Pas besoin de 1001 nouveaux projets, besoin de un nouveau projet de société. Qui n'est pas un truc, c'est comme ça et pas autrement, il y a un modèle, mais qui est juste un truc hyper large, qui englobe un foisonnement d'initiatives qui partent un peu dans tous les sens, mais qui touchent à des choses essentielles, à la fois essentielles humainement, et puis peut-être pour répondre à nos besoins essentiels demain aussi. Et c'est ça dont on a besoin. Donc, il faut le créer, il faut se connecter, il faut passer à l'acte, si vous le voulez bien. Et il faut comprendre que les projets, ils doivent se connecter, ils doivent aussi être connus, et ça implique une mise en récit inspirante aussi, parce que s'il n'y a pas de mise en récit, ça va inspirer qui ? Et c'est tout ça, il y a plein de choses à travailler. Yes. Mais on est d'accord, c'est un moment culturel, hein. C'est ce qui nous arrive. Voilà, avant tout. Avant peut-être, c'est différent, mais peut-être avant toute chose, c'est ça. Bon, on est bien d'accord sur pas mal de trucs. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt.